Donc on va débuter cette session, cette nouvelle session. Bonjour à toutes et à tous. Merci chers participants d'être présents. Je m'appelle Sébastien Cliva et je serai le modérateur de cette nouvelle session aujourd'hui. Une session d'Africa Talks Sport. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette web série, Africa Talks en fait est dédié au développement du sport en Afrique et vise à poursuivre justement le dialogue avec toutes les parties prenantes du sport en Afrique pendant cette période difficile de la pandémie du Covid-19. Initié par Moustapha Sall, président et aussi fondateur de CIREM, c'est une société sénégalaise nouvellement créée et spécialisée dans le sport, les relations internationales et l'événementiel. Africa Talk Sport nous permettra justement de faire un bond en avant et d'examiner comment nous pouvons relever les défis majeurs auxquels le mouvement sportif est confronté non seulement pendant le Covid-19, mais aussi au-delà de cette période, comme je l'ai dit, difficile que nous sommes tous en train de vivre. Aujourd'hui, justement, nous allons débattre autour de la thématique du 3 contre 3, sport qui m'est très très cher, et aussi nos intervenants que je vais commencer à vous présenter. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui de comment justement faire progresser sa carrière de basketteur en tant que joueur de 3 contre 3 également, comment ça se passe au niveau de l'organisation et aussi tout ce qui est coach de 3 contre 3. Voilà. Je vais commencer par présenter les intervenants et intervenantes. Honneur aux dames. Je vais vous présenter d'abord Rachel Undukwe. Salut Rachel, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bonjour Voilà. Sébastien. Bonjour, merci d'être présente. Alors, Rachel est une joueuse de 3 contre 3 et plus particulièrement, elle fait partie de l'équipe nationale du Togo. Et elle va justement intervenir, nous parler de son expérience pour le 3 contre 3 et plein d'autres petites questions qu'on lui a préparées. Sinon, il y a avec nous Nicolas Widmer. Salut Nicolas. Salut Sébastien. Voilà, Nicolas Widmer qui est de la FIBA, qui est le directeur des compétitions de 3 contre 3, qui va nous expliquer tout, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des fédérations et aussi au niveau de la compétition pour les joueurs par rapport au 3 contre 3. On a aussi avec nous Richard Billan. Salut Richard. Bonjour Sébastien et bonjour à tous. Salut Richard. Richard qui fait partie de la Fédération française, c'est le directeur des équipes de France de 3 contre 3, sélectionneur aussi des équipes nationales seniors françaises, féminines et masculines. Donc lui qui est là depuis assez longtemps dans le 3 contre 3, qui a beaucoup de succès avec les équipes de France de 3 contre 3, il pourra justement nous parler de cette relation entre les joueurs, les coachs et plein d'autres petites questions qu'on lui a préparées. C'est aussi nécessaire d'avoir un arbitre avec nous. Alors, on a la chance d'avoir un des meilleurs arbitres du monde, si ce n'est le meilleur arbitre du monde en 3-3, l'arbitre suisse Marcos Michaelides. Salut Marcos. Et trop gentil Sébastien, merci beaucoup. Beaucoup de fleurs jetées là. Exactement. Bonjour à tout le monde. C'est important de jeter des fleurs durant cette session. Non, je rigole. Marcos, il nous amènera aussi son côté arbitrage par rapport au 3 contre 3, mais aussi ancien coach de haut niveau. Il pourra aussi nous donner son appréciation et son avis sur le développement de la discipline. Et pour terminer, le dernier invité qui était annoncé en dernier, c'est pour ça qu'il est en dernier sur ma liste, mais ce n'est pas des moindres, c'est Ibrahim Cissé. Salut Ibrahim. Salut, ça va? Vous allez bien? Oui, très très bien, merci. Ibrahim, c'est un coach du Mali, coach à succès au Mali, puis il est aussi membre de la Commission nationale de la promotion du 3-3. Donc une personne qui pousse pour le 3-3 comme nous tous autour de cette table. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir pour cette nouvelle session d'Africa Talk Sport. Voilà. Sans transition, je vais commencer avec des questions afin de pouvoir justement animer ce webinaire. On va commencer comme le chef, le président, il nous l'a dit. Je vais animer la session, je vais vous poser des questions et pour les personnes, les participants qui ont d'autres questions, c'est volontiers qu'en d'une deuxième partie, toutes les personnes qui interviennent, elles pourront répondre aux questions. On va de nouveau aller avec l'honneur aux dames, avec une petite question pour Rachel, justement par rapport à la discipline du 3-3, pour aller directement dans le vif du sujet. Pour toi, Rachel, en fait, comment s'est passée la transition du 5-5 vers le 3-3? Qu'est-ce qui t'a dit, je vais aller dans le 3-3, mais aussi, comment est-ce que tu as appréhendé cette discipline du 3-3 comme joueuse de 5-5? Ok, merci pour cette opportunité. Je dirais que la transition, elle a été assez naturelle. Déjà, il y a eu la base dans le 55, qu'il fallait juste s'adapter au règlement, au jeu rapide. Et voilà, ça a été vraiment naturel. Voilà.
Ok, tu es content de cette transition. Tu as déjà participé, personnellement, je ne te connais pas beaucoup, comme je l'ai déjà dit. Est-ce que tu as Oui. participé à pas mal de compétitions 3-3? Parle-nous un peu de Euh, ton expérience par rapport à ça. oui, ma première compétition a été lors de l'inauguration du 3 contre 3 au Nigeria en 2015. C'est là qu'on a vraiment été imprégné par ce jeu-là. Et on était sorti vice-championne après le Nigeria. Donc, c'était vraiment une belle expérience. On a eu à affronter de différents pays qui sont vraiment étoffés dans tout en fait. Donc, ça a été vraiment bien. Et la seconde a été en 2018. Là, on a été pays hôte de l'événement de l'African Cup. Mhm, Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, bien on sûr. était aussi, voilà, on est sorti médaille de bronze aussi là-bas. Et la récente a été l'année dernière. On était parti au premier jeu de l'Afrique salle, je sais pas, Cap-Vert. Mhm. Donc, on est sorti vice-championne derrière le Mali. Et ça a été ma plus belle expérience, parce que il y a eu vraiment une équipe assez préparée et voilà. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour ce partage d'expérience. Tu nous parlais du Mali. Je pense que c'est une bonne transition pour poser la question justement à Ibrahim, quelqu'un qui est très, très actif au niveau de l'Afrique et au niveau du Mali pour le 3-3. Justement, bah, toi, Ibrahim, bah, quelle est ton expérience par rapport au 3-3 et qu'est-ce qui fait aussi que tu pousses pour cette discipline dans ton pays? Bon, pour moi, c'est assez simple. D'abord, j'ai la chance d'être DJ d'abord avant d'être coach. Donc, le 3x3 étant déjà un sport d'animation et en même temps, mon rôle de coach a fait que je devais vraiment concilier les deux pour que vraiment ça puisse être une réussite. Voilà, donc voilà comment je me bats à mon niveau pour vraiment, grâce à l'animation musicale, l'animation artistique, attirer les jeunes vers cette nouvelle discipline qui est le 3x3. Voilà. Maintenant, par rapport à mon expérience au Mali, il n'y avait pas, à vrai dire, de coach désigné pour ça. Voilà. Au Mhm. fur et à mesure, la fédération nommait les coachs qui accompagnaient les équipes. Mais ces derniers temps, depuis 2018, on a accompagné les U18 en filles et garçons aux Jeux africains de la jeunesse à Alger. Donc, on a eu les médailles d'or en filles et garçons. Bon, juste quelques mois après, on a été au Togo pour la Coupe d'Afrique senior. Là aussi, on a eu les médailles d'or en dames. Donc, pour terminer, en 2019, avec les premiers Jeux africains de plage à Sal, c'est là-bas que j'ai rencontré Moustapha Sal. C'était au Cap-Vert. Donc là également, on a eu les médailles d'or en dames et hommes. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle, mais au plan national, on a eu pas mal de médailles ces derniers temps en Ouganda et aux Jeux africains au Maroc. Voilà, mais globalement, je tire quand même une expérience positive de 3x3. Et vraiment, au niveau de notre fédération, la Fédération malienne de basket, vraiment, l'objectif, c'est de tout faire pour amener les jeunes vers cette pratique. Donc, d'où la création de la Commission nationale de la promotion du basket 3x3, que nous animons bien sûr maintenant. Là, justement, qui fait un excellent travail. Plaisir. Petite aparté ou petite parenthèse, tu étais un des premiers coachs au Mali, justement, à participer à des compétitions internationales. Et puis Nicolas Widmer, qui est avec nous, il était un des premiers coachs de l'équipe nationale suisse avant qu'il aille travailler à la FIBA, puis qu'il remette son mandat de coach pour les jeunes. Les débuts d'expérience, moi, dans le 3-3, on va dire, au niveau de l'équipe nationale, et puis de Nicolas étaient ensemble. C'était du côté d'Alcon Bendas à Madrid. Je ne sais pas si, justement, Richard, il était aussi présent du côté de Madrid lors de Oui, cette première effectivement. compétition jeunesse. Oui, effectivement. J'ai le privilège d'avoir été présent à la première Coupe du Monde senior masculin-féminin à Athènes en 2012. Il y a même eu une expérience mixte également qui a été très intéressante pour nous. Et ensuite, effectivement, dans la foulée, on a enchaîné avec Alcol Bendas Madrid, où il y avait les championnats du monde de jeunes U18, où il y a eu également une expérience aussi en mixte. Voilà. Et puis depuis, je participe beaucoup à de nombreuses compétitions, que ce soit des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe. Voilà. Et aussi les Jeux Olympiques de la jeunesse et beaucoup de choses.
Voilà. Voilà, J'ai donc été si en de toutes les équipes à un moment donné, que ce soit les U18 et les seniors, et puis petit à petit, je n'ai pas pu tout faire. Donc, en 2016, je me suis concentré déjà que sur les seniors. Bon, heureusement, j'ai des assistants et des camarades qui m'aident. Hein. Je ne suis pas tout seul, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, je suis de toute façon en France toutes les équipes, que ce soit les U18, les U23 et les seniors masculins et féminins. Mais j'ai une grosse équipe également de camarades et de collègues très sympas qui m'aident et vraiment on forme une très bonne équipe. Ça, c'est aussi l'esprit 3-3 aussi au niveau coaching, c'est très différent. Ouais, justement, bah, ça me permet, j'étais exactement sur ça que je voulais venir, c'est par rapport à cet état d'esprit 3-3. Toi, tu as eu beaucoup d'expérience dans le 5-5, ensuite tu es venu dans le 3-3 bah, depuis. Ça va bientôt faire 10 ans, hein, et si dans 2 ans, ça va bientôt faire 10 ans, donc le temps passe si vite. Est-ce que tu peux justement, ben, pour les personnes qui nous suivent, un peu nous expliquer ton rôle de coach? Tu as été coach, tu étais formateur, mais ton rôle, on va dire, de coach ou d'accompagnant, ou peu importe comment on veut l'appeler pour le 3-3, justement, qu'est-ce qui te Alors, semble important justement et quel apport tu peux faire justement aux joueurs? tout à fait. Alors d'abord, bien dire que c'est un rôle totalement différent, mais qui est aussi important. Moi, j'insiste sur le fait que la nécessité d'un coach me paraît essentielle, et surtout que maintenant, on est dans une discipline olympique, donc a fortiori. Donc vraiment, on a un gros travail. Effectivement, sur le terrain, nous n'intervenons pas directement pendant le match, ça c'est interdit, ce qui est une très bonne chose pour moi, parce que je trouve que ça développe l'autonomie des joueurs. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais il y a tout un travail en amont à faire de préparation technique, physique, tactique, mentale, etc. Et ensuite, derrière le match, il y a la notion de débriefing, et puis il faut se relancer sur le match d'après. Donc, je pense qu'on a un rôle important à jouer dans l'ombre, mais c'est pas grave, et c'est un rôle qui me va beaucoup, qui me va bien. Voilà, comme tu l'as dit, j'ai été longtemps entraîneur, j'étais entraîneur pro pendant des années en Pro B en France, des garçons. Ensuite, j'ai eu les équipes nationales, des très bonnes équipes nationales. On a fait des très très beaux résultats avec des grands joueurs, mais je ne regrette pas ce moment, et je suis très content maintenant avec le 3-3. Je m'éclate énormément en tant que coach. Ok, merci pour cette partage d'expérience avec plein d'énergie. On va rebondir, on va revenir vers toi. Après, bien sûr, on va rebondir vers quelqu'un qui a l'habitude aussi des compétitions de haut niveau. C'est Marcos Michaelides qui a arbitré de nombreux championnats du monde, qui aurait dû arbitrer les Jeux Olympiques, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la raison qu'on connaît tous. Toi, Marcos, justement, qui a aussi arbitré les championnats du monde 5-5 comme les championnats du monde 3-3, est-ce que tu peux peut-être nous parler de qu'est-ce que tu vois, toi, pendant les matchs par rapport à ce coaching ou par rapport à, comme disait Richard, le joueur qui doit prendre les décisions tout seul? Qu'est-ce que tu penses que ça amène justement au jeu? Ça amène de ne pas avoir des coachs qui nous hurlent dans les oreilles. C'est déjà une bonne chose et qui ne nous mettent pas la pression. Et ça, c'est une chose importante. Et c'est la même chose pour les joueurs et les joueuses, parce que finalement, tout se passe dans un espace-temps tellement réduit, tellement rapide, attaque-défense qui s'échange en quelques secondes. Tu n'as pas trop le temps de râler et de trouver une excuse. Et c'est ça le 3 contre 3. Il n'y a pas d'excuse. L'excuse, ça veut dire la défaite la plupart du temps. Donc, en tant que joueur, tu dois vite t'adapter, tu dois continuer, penser à la prochaine action, à la prochaine situation. Et nous, en tant qu'arbitre, on est là pour essayer de réguler le mieux possible cet échange et ce sport spectaculaire et très athlétique sur le terrain. Donc voilà, en 5-5, on a un peu plus le temps. Et toi aussi, tu as l'expérience de ça avec les matchs de haut niveau. On a un peu plus le temps de subir, on va dire, aussi les pressions des joueurs. On a une phase où on remonte le terrain plus tranquillement. C'est un peu plus, on peut reprendre notre concentration, notre respiration. On peut écouter aussi les remarques qui sont faites par les coachs plus actifs et puis les joueurs également. Ce qui est pas le cas en 3 contre 3. Okay, merci. On va laisser la parole à l'expert, l'expert des experts, la personne de la FIBA, Nicolas Widmer, le responsable des compétitions. De ton côté, Nicolas, si tu devrais dire en quelques mots, quelle est la grande différence entre le 3-3 et le 5-5 justement au niveau des joueurs? Quel type de joueurs justement sont plus
qu'ont plus le physique ou qu'ont plutôt les qualités pour être très, très performants en 3-3 avant que je pose la question à la joueuse et aussi au coach par rapport à ça? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on reste une discipline du basket. Donc, un joueur qui est capable de mettre le ballon dans le panier de manière régulière, ce sera un bon joueur de 3-3 également. Mais ça, c'est un des détails. Tout le reste est complètement différent. Et ça, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément toujours l'habitude de voir. Mais la préparation physique pour un match de basket standard et un match de 3-3 est complètement différente. L'enchaînement des matchs, lorsqu'une équipe vient sur un tournoi de 3 contre 3, elle va jouer 2, 3, 4 matchs dans la journée avec des pauses plus ou moins courtes entre deux. Donc, mentalement, c'est aussi complètement différent de réussir à rebondir d'un match à l'autre. Et puis après, dans la capacité physique sur le terrain, à jouer dans cette rapidité en fait, de jeu où le rythme est constant, constamment en train de changer, avec des pauses très courtes. Donc tout ça, pour moi, c'est des grosses différences. C'est comme la course à pied. La course à pied, c'est mettre un pied devant l'autre et courir le plus vite possible. Mais on ne se prépare pas la même chose si on court à 100 mètres ou si on court à 1500 mètres. Donc c'est un peu la même approche pour le 3 contre 3. Et donner un bon joueur type, c'est difficile parce que je pense que l'éventail est super large. Mais comme on le dit souvent, il faut un joueur qui est très versatile, qui est capable de défendre sur des joueurs plus grands que lui parce qu'il y aura beaucoup de changements de match-up en défense ou en attaque. Un joueur qui est capable de shooter parce qu'un joueur qui n'a pas de shoot va beaucoup fermer les espaces et ne va pas donner d'opportunité de jeu dans cet espace qui est plus grand au final sur un demi-terrain avec seulement 6 joueurs. Donc moi, je privilégierais ça, mais bon, je ne suis pas moi l'expert coach de ça, mais pour ce que j'ai vu, un bon shooter et un bon défenseur, c'est déjà deux très très bonnes qualités qu'on peut avoir sur un terrain de 3 contre 3. Ouais, je ne voulais pas te demander l'équipe type, l'équipe que tu choisirais, parce que je voulais quand même laisser l'honneur au coach de dire ça. On va peut-être rebondir sur Richard, toi qui as dû faire des choix, beaucoup de choix, je pense, parce que malheureusement, on peut prendre que 4 joueurs lors d'une compétition. On ne peut pas en choisir 12, malheureusement. C'est peut-être un gros problème lorsqu'on doit préparer une compétition, puis garder les joueuses ou les joueurs dedans jusqu'à la fin, parce qu'on va en choisir 4. Comment, toi, est-ce que tu fonctionnes justement par rapport à ça, par rapport à ces choix? Et aussi, comment est-ce que tu prépares une équipe afin que c'est peut-être ces 8 ou ces 10 joueuses, ça dépend, tu nous diras combien tu en choisis au début, afin qu'elles progressent justement ensemble, afin d'être prêtes pour une compétition? Oui, effectivement. Donc, nous, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur la durée. On s'appuie bien évidemment sur les joueuses expertes et les joueurs experts, mais aussi sur nos jeunes. Et on essaie aussi de faire une continuité entre les jeunes qui sont passés chez nous en U18 et U23 et essayer de les conserver, etc., pour qu'ils aient déjà l'habitude. Bon, mais on ouvre également, on ne ferme pas la porte à des nouveaux joueurs de 5-5 qui voudraient s'essayer au 3-3. Ça a été le cas de nombreux joueurs. Je pense à Anna-Maria Philippe, plus récemment Antoine Ito, qui ont tapé à la porte pour nous demander comment faire pour venir. Donc, on les a accueillis à bras ouverts. Donc, déjà, nous, on a la chance d'avoir de la qualité et de la quantité en France, grâce à ce travail qui a été fait, un travail de fond depuis des années. Ce qui fait qu'on essaie d'avoir des groupes élargis. Alors, c'est vrai qu'il y a une frustration parce qu'effectivement, on ne peut pas choisir toujours les mêmes. Et enfin, on ne choisit que 4 joueurs et 4 joueuses à chaque fois, à chaque compétition. On a la chance parfois d'avoir 2 compétitions dans la même saison. Ça fut le cas, par exemple, avec les Jeux européens et la Coupe du Monde, et voir la Coupe d'Europe, où on a pu faire cette année-là 3 équipes de France différentes. Ça a été très, très positif. Mais effectivement, il faut jongler, il faut essayer de trouver des solutions pour mettre l'équipe la plus compétitive et en même temps garder les portes ouvertes à d'autres. Bon, on fait quelques petits changements. En tout cas, voilà, donc on essaie de travailler sur des groupes élargis. En général, voilà, une douzaine de joueurs et de joueuses qu'on essaie de regrouper le plus souvent possible quand on peut. Voilà, nous n'avons pas pour l'instant la chance d'avoir des joueurs et des joueuses totalement dédiés au 3-3, ce qui fera, j'espère, qui se passera probablement dans l'avenir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la difficulté qu'on a. Voilà, parce qu'ils veulent tous venir, mais en même temps, ils sont tous des joueurs de 5-5 dans les clubs professionnels et ça, c'est assez compliqué. Voilà. Après, il y a une notion quand même qui est très importante au 3-3, c'est la notion d'entente dans l'équipe. C'est difficile de prendre 4 joueurs comme ça. Des fois, il vaut mieux prendre… voilà, il faut surtout aussi veiller à
à l'alchimie qu'il peut y avoir entre les joueurs, peut-être encore plus au 3-3 qu'au 5-5, parce qu'au 5-5, le coach peut réguler, c'est lui qui fait rentrer les joueurs, tout ça, il fait ce rôle de régulateur avec les assistants. Au 3-3, il faut vraiment que l'équipe s'entende bien, donc ça aussi, c'est un élément clé. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains pays qui optent pour des équipes types. Ils sélectionnent en fin de compte non pas des joueurs, mais une équipe. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose, une réflexion qu'on a, nous toujours, et peut-être qu'on aura plus tard. En tout cas, pour l'instant, on est encore dans un mode de sélection, on va dire à peu près traditionnel, mais qui tient compte quand même de l'ambiance dans l'équipe et comment ça fonctionne entre les joueurs et les joueuses. Ouais, ça c'est vraiment clé parce qu'on a vu par le passé que de mettre quatre personnes ensemble, quatre très très bons joueurs qui n'ont jamais effectué le 3-3, c'est pas possible de gagner une compétition. Il y a eu pas mal de championnats du monde ou même des championnats d'Europe, des bons exemples comme ça que tout le monde peut-être voulait jouer contre les numéros 1 mondiaux qui était la Serbie en pensant par rapport à nos skills tout seul qu'on pouvait les battre, mais à la fin c'est vraiment l'équipe qui gagnait. On va rebondir sur Ibrahim. Justement, Ibrahim, peut-être en tant que coach, et puis aussi par rapport à ce qui se passe au Mali, comment est-ce que de votre côté, vous travaillez justement pour former des équipes qui, s'ils sont quand même des équipes qui à la fin sont à succès avec de nombreuses victoires et de médailles à la clé? Oui, bon, chez nous, c'est pas très compliqué. On se repose surtout sur des locaux, c'est des joueurs locaux. Voilà, donc ce sont ceux-ci pratiquement qui constituent l'ossature et éventuellement avoir un ou deux joueurs comme le coach l'a dit tantôt. C'est pas facile d'avoir des joueurs de 5-5 qui sont liés par des contrats. Donc l'ossature repose sur des joueurs locaux disponibles. Et comme il a souligné aussi, la cohésion du groupe, ça compte. Réunir des joueurs qui ne se connaissent pas, qui ne s'entendent pas, qui viennent d'horizons divers, c'est pas facile. Voilà, donc c'est comme ça que nous procédons d'abord. Et on prend un grand nombre d'abord, bien sûr, 10 à 15 joueurs, on réduit. Et finalement, on prend les 4 meilleurs joueurs ou bien les 4 meilleures joueuses. Donc, voilà comment on procède. Et, bon, généralement, à la base, ce sont des joueurs qui ont déjà un certain talent, une certaine performance, surtout une grande agressivité, surtout au niveau des filles, elles sont très agressives. Voilà, donc on les sélectionne à partir de cette base. Et la plupart du temps, quand elles arrivent dans les phases finales, elles obtiennent de bons résultats. Ok, d'accord, merci. Rachel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses qui est important justement dans cette cohésion d'équipe? Qu'est-ce qui est important justement afin que ça fonctionne bien entre les 4 joueuses? Tu as pu, avec ton expérience, voir aussi des joueurs jouer, mais qu'est-ce que tu penses qui est important dans l'équipe? Il faut que tu allumes ton micro. Parfait. C'est bon? Voilà. Ok. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est parce que dans la sélection, on était deux dans le même club. On sortait du même club, on était deux. Donc, je peux dire qu'il y a eu un duo dans le 5 contre 5 déjà. Donc, on a été sélectionné en équipe nationale 3 contre 3 et on a ajouté d'autres joueurs. Ça a été plus facile parce que, bon, après dire, on est des équipes dans le championnat, on joue contre nous-mêmes. Donc, on se connaissait un peu, on se côtoyait hors du basketball et tout. Donc, je peux dire qu'on se connaissait. Donc, on peut dire que la complémentarité entre les performances individuelles de chacune aide beaucoup l'équipe, en fait. Donc, je peux dire à la base que moi, avec l'équipe que j'ai, il y a une telle complémentarité depuis 2015. C'est l'équipe type de 2015 jusque-là actuellement. Donc, on se connaît et voilà. Ouais, c'est aussi, pour parler de l'équipe nationale suisse, c'était aussi un des grands avantages qu'on avait, par exemple, avec les filles. Au début, c'était 4 qui jouaient dans le même club, donc ça permettait d'avoir des automatismes créés par le 5-5 qu'on devait quand même adapter au 3-3, mais c'était les joueuses qui savaient se retrouver les yeux fermés, c'est quelque chose qui n'avait pas besoin de travailler à l'entraînement, puis c'est pour ça qu'on était content quand il y avait des compétitions qui avaient lieu en pleine saison 5-5. Ça permettait, par exemple, à nos amis de l'équipe de France de peut-être pas pouvoir se préparer de ce côté-là. Et c'était aussi une adaptation qu'il a fallu faire avec le 5-5. Nicolas, il pourrait en parler des heures aussi, des premières expériences qu'on a vues avec l'équipe nationale suisse, quand on allait même du côté de Jakarta avec les jeunes. Là, il y avait le problème de la compréhension des règles déjà. Et puis c'est de nouveau, ça, je pense qu'on peut peut-être aller, Nicolas, il pourra nous en parler un peu plus, et Marcos aussi, les spécificités des règles du 3-3 et qu'est-ce qui demande justement aux joueurs d'être plus prêts
que pendant le 5-5. Et ça, nous, par exemple, du côté de Jakarta, on a fait vraiment des très, très bons résultats en poule. On a failli aller très loin dans la compétition, mais pour des raisons qu'on ne va pas étaler ici, que Nicolas pense toujours, je pense même bientôt 10 ans après, on ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale, mais voilà. Parenthèse fermée, Nicolas, justement, par rapport à cette spécificité du 3-3, on ira en deuxième partie, on va dire, de webinaire par rapport à tout ce qui est du système de compétition, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement par rapport à cette spécificité des règles et qu'est-ce qui demande aux joueurs plus de préparation dans le 3-3 par exemple que dans le 5-5? Comme je disais déjà auparavant, je pense que c'est beaucoup au niveau physique. Ce qu'on voit, la grande différence qu'on voit lorsqu'on a des joueurs de 5-5 qui rejoignent les compétitions professionnelles 3 contre 3 et qui jouent contre des équipes pro qui jouent uniquement du 3-3 depuis plusieurs années, c'est en fait, on voit souvent un pic au début du match, les 2-3 premières minutes. Cette équipe qui est peut-être beaucoup plus talentueuse en termes basket pur va pouvoir créer peut-être un petit avantage sur les 2-3 premières minutes en jouant plus physique, en étant plus adroit au shoot, etc. Mais sur la fin de match, les équipes qui ont de l'expérience vont toujours reprendre le dessus. Et c'est vraiment la différence majeure pour moi, c'est d'être capable d'être performant sur 10 minutes de jeu avec un effort qui est toujours très intense. Ce n'est pas un effort où on a la capacité de récupérer sur les transitions défensives, de sortir 5 minutes, de revenir, de s'aérer la tête. C'est un effort très, très dense et très court qui fait qu'au final, on doit pouvoir prendre des décisions rapides avec une fatigue assez importante musculaire, mentale, etc. Donc pour moi, ça, c'est la première spécificité qui, je pense, est le plus important à ajuster. C'est vraiment au niveau physique, d'être capable d'être performant sur un moment court, mais intense. Et c'est ce qui fait la force de beaucoup des équipes qui sont professionnelles aujourd'hui. C'est qu'elles sont capables d'être performantes au même niveau sur les 10 minutes du match et pas d'avoir un pic d'intensité au début, puis après complètement s'effondrer. Et on l'a vu, en fait, ce week-end, je ne sais pas si vous avez regardé, mais on avait la première compétition 3-3 qui a repris un peu au niveau, on va dire, c'est en Lituanie. C'est en fait la ligue de 5 contre 5 de basket lituanienne de première division qui a créé un tournoi de 3 contre 3 parce qu'ils ne pouvaient plus finir leur ligue de 5 contre 5. Donc, ils ont choisi de s'ajuster sur du 3 contre 3 avec quelques événements. Donc, c'est des joueurs qui ont moins d'expérience 3-3. Et on voyait, en fait, j'ai regardé plusieurs matchs, et on voyait qu'entre le début et la fin du match, on voyait très bien la baisse d'intensité sur la fin parce que c'était des joueurs qui avaient moins l'habitude de jouer. Comparé aux 2-3 premières minutes qui étaient très intenses. Donc voilà, pour moi, le côté physique, après, on peut rentrer dans des grands débats, des heures et des heures sur plein d'autres spécificités du jeu, sur les espaces, etc. Mais déjà, l'aspect physique, si moi j'étais coach aujourd'hui et que je n'étais pas à la FIBA, je travaillerais presque ça en préparation d'un événement pour être sûr que mon équipe soit prête à performer. Ok, merci. Et toi, justement, Marcos, ton côté coach pendant de longues années, mais aussi maintenant arbitre depuis très longues années et puis d'arbitre au niveau du 3-3. Qu'est-ce que tu penses? Où est-ce que les joueurs, s'ils veulent être talentueux en 3-3, ils doivent absolument progresser et qu'est-ce qu'ils doivent travailler? C'est tout le côté mental, en fait, parce que c'est vraiment le côté physique est lié avec le côté mental et c'est la gestion de la frustration et des attentes. Parce qu'on a peut-être prévu certains plays, certains systèmes pour se mettre en évidence et on a un court laps de temps. Dans ce laps de temps, il y a beaucoup de contacts, la physicalité est très grande, l'usure physique est très grande et on s'attend à être, entre guillemets, peut-être récompensé d'un côté ou sauvé d'un autre côté par une décision arbitrale. Et donc, on ne doit pas s'attendre à ça et on doit essayer de par soi-même trouver et combattre cette frustration. Donc, le côté mental, le côté positif, le côté combattant, revenir à la charge tout le temps, autant en attaque qu'en défense, pour rattraper des situations et tirer des avantages est constant. Donc, la capacité et la résilience mentale sont déterminantes dans le 3 contre 3. Ouais, c'est aussi au niveau de la préparation de match. On disait, des fois, on se focalise beaucoup trop sur l'autre équipe, plutôt se focaliser sur son système de jeu et plutôt être certaines équipes,
il n'y a pas besoin de citer trop de noms, mais c'est des rouleaux compresseurs qui peut-être au début ça se passe pas bien, mais pour finir ça commence à fonctionner dans leur technique. Oui, ils savent. Et alors, certaines équipes, c'est ça, et certaines équipes aussi ciblent des joueurs qui peuvent être provoqués ou être dérangés psychologiquement. On sait que si on fait 3 fautes très vite sur quelqu'un, eh ben, il va commencer à s'énerver. S'il va commencer à s'énerver, il va commencer à râler. Il va commencer à râler, il va perdre sa concentration. Il ne va pas défendre 2 fois. 2 fois, ça va donner, des paniers faciles. C'est 2 points marqués et un petit écart créé. Et tout de suite, on est en train de courir derrière le score. Et ça, c'est difficile. C'est difficile et on voit les points qui défilent, les paniers qui ne rentrent pas. Ça, c'est... Il y a la tension qui est du coach qui est dans le public justement, qui peut rien dire, qui peut pas crier. On va revenir un peu sur le développement du joueur. C'était aussi le but de cette séance d'aujourd'hui par rapport à comment faire progresser un joueur. Et Richard, je pense que tu peux beaucoup nous aider. Justement, quels seraient tes conseils justement pour les coachs partout dans le monde, et plus particulièrement ce soir en Afrique, justement, pour les aider justement à développer les joueurs? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil et sur quoi ils devraient mettre l'accent afin de pouvoir créer, on va dire ça comme ça, créer des joueurs de haut niveau? Oui, tout à fait. La posture du coach, on est vraiment, c'est différent déjà. On est plutôt dans un coaching de participatif, c'est-à-dire qu'on est en dialogue permanent avec les joueurs et les joueuses. Contrairement au 5-5, on est moins directif. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Si on veut que nos joueurs soient en capacité de réfléchir et d'être intelligents sur le terrain. Donc déjà, ça c'est très très important. La manière de coacher, la manière de se conduire. Voilà, il faut vraiment échanger beaucoup. On dirait, force de proposition. On va proposer des choses, mais après, on peut éventuellement en discuter. Et après, c'est sur le terrain que ça va se passer. On peut éventuellement de temps en temps dire tiens, ce que j'avais proposé, c'est peut-être moins bien que ce que toi tu proposes en tant que joueur, donc on accepte. Et c'est une équipe qui travaille. Alors ça, c'est déjà pour le coaching. Après, pour les joueurs, tout le monde l'a dit, hein, ça nécessite énormément de qualité. Hein. Bien évidemment, tout est interactif entre le physique, le mental, le technique, le tactique. Tout est très important, évidemment. Alors, c'est vrai que je rejoins notre arbitre Marcos sur l'aspect mental. Pour moi, c'est peut-être maintenant, avec l'expérience, c'est peut-être maintenant un des points qui me paraît peut-être les plus importants, effectivement. Cette capacité à être autonome, parce que c'est pas, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde, on a tellement l'habitude au 5-5 d'être pris en charge depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est jeune joueur, qu'il y a des joueurs pour qui l'autonomie, ça dérange, quoi. Et d'autres joueurs, au contraire, ils s'expriment beaucoup dans l'autonomie. Voilà, ça permet de développer la créativité. Des fois, des joueurs sont un peu n'osent pas sur le terrain. Donc, au 5-5, là, il faut oser tenter des choses, prendre des décisions. C'est très important. Donc, moi, je pense que l'intelligence tactique est très importante. Donc, voilà, par rapport aux idées que les gens qui ne connaissent pas le 3-3 se font, comme quoi ça serait du 1 contre 1, c'est très, très pauvre mentalement et tactiquement. Je réponds que c'est tout à fait l'inverse. C'est une grande richesse et ça nécessite effectivement des joueurs qui possèdent toutes les qualités, que ce soit, comme on a dit, hein, technique, tactique, physique, mentale. Voilà, donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et puis, je dirais, par expérience, pas avoir de préjugés sur des joueurs ou des joueuses, parce que ça m'est arrivé, moi, déjà, d'avoir affaire à des joueurs et des joueuses à qui j'ai dit de venir, mais au fond de moi-même, je me disais non, ça ne va pas marcher. Et j'ai été agréablement surpris. Je pense notamment à Caroline Herriot chez les filles ou Anna Maria Philippe, où au départ, j'étais moi-même un peu, voilà, je n'étais pas sûr que ça puisse marcher. Et puis en définitive, leur motivation, leur attitude sur le terrain m'ont fait changer d'avis. Voilà. Donc si j'avais un conseil à donner, voilà, laissez la porte ouverte, laissez tout le monde pouvoir donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur le terrain, et c'est seule la vérité du terrain compte. Donc vous pouvez très bien avoir, j'ai aussi eu des fois des joueurs que moi j'avais jugé comme étant des joueurs extraordinaires de 3-3 pour moi, voilà, ils avaient toutes les qualités, puis ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Donc à l'inverse, des fois c'était, voilà. Donc déjà, ne pas juger trop vite les joueurs, leur laisser le temps de s'exprimer, leur laisser le temps de, voilà, et les juger véritablement sur le terrain à partir de
tout l'ensemble de la complexité du jeu. Et comme le disait Nico, je retiendrai deux, trois concepts fondamentaux qui sont l'adresse, et je remercie toujours le législateur qui a inventé les règles du 3-3, d'avoir mis l'adresse au-dessus, enfin pas au-dessus, mais au moins vraiment avoir rendu l'adresse facteur très important du jeu. Voilà, la polyvalence est évident. Après, la capacité à défendre. Il faut d'abord compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Ça aussi, c'est une qualité très importante. Voilà, donc, et puis, je dis toujours, pour conclure mon intervention tout de suite, là, c'est que le 3-3 est à la fois une discipline à part entière qui est devenue olympique. Bon, j'espère qu'on aura la chance de le voir l'année prochaine aux Jeux olympiques. Et en même temps, un outil d'évaluation et de formation extraordinaire. Donc, je veux dire, voilà. Donc, pour les gens qui sont un peu détracteurs du 3-3, je leur dis, venez essayer. Et l'expérience de tous les joueurs qui sont passés en équipe de France et autres a été que du positif. On voit les joueurs et les joueuses progresser grâce au 3-3. Merci beaucoup, Richard. C'est très vrai. Il y a beaucoup de coachs peut-être qui se disent le 3-3, c'est pas du basket, ou le 3-3, c'est pas une discipline qui est pour moi, etc. Mais beaucoup de coachs, quand ils sont venus et quand ils ont vraiment fait un stage 3-3, où ils ont eu l'occasion de lire les règles parce qu'ils avaient peut-être leur équipe qui voulait faire un tournoi 3-3, ils se rendent compte vraiment de tout le positif qu'il y a dans le 3-3 pour le développement du joueur. Et c'est quelque chose de fou. Moi qui suis arbitre de base et pas le grand technicien du basket, j'ai pu voir justement aussi avec les équipes nationales suisses le développement de ces joueurs par rapport à ça. Juste pour revenir sur un des points que tu as dit par rapport à l'adresse qui est mise au centre, peut-être que les personnes qui nous suivent, ils n'ont peut-être pas compris ce point-là. C'est juste de dire en fait qu'au 3-3, le 3 points, c'est 2 points. Donc, ça veut dire que quand je marque un panier, un lay-up, c'est 1 point, qui est 2 points lorsqu'on joue au 5 contre 5. Mais si je marque depuis derrière la ligne des 6,75 m, c'est la ligne à 3 points, le panier au 3-3 comptera double. Voilà. De 1 à 2, c'est x2, mais de 2 à 3, c'est fois 1,5. Il n'y a pas besoin d'être très, très bon en calcul pour voir que l'adresse, justement, elle est beaucoup plus importante. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et de nouveau, les joueurs, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça. Les coachs, ils sont conscients de ça. Et justement, comment on va adapter la tactique par rapport à ça. Avant de repasser de nouveau sur la partie technique, on va dire, on va donner la parole justement à Nicolas Widmer, qui était présent hier. Il a fait une excellente session. Le président Mustapha nous a dit justement que c'était magnifique la session qu'a fait Nicolas hier par rapport à tout ce qui est l'arbitrage 3-3, les règles du 3-3. Mais Nicolas, est-ce que tu peux, pas forcément revenir là-dessus, mais nous dire un peu pour les personnes qui nous suivent, les fédérations qui nous suivent, un peu de nous parler de comment est-ce qu'on est éligible justement pour jouer au 3-3 par rapport aussi aux fédérations pour être éligible, et puis à quoi sert cet outil de e-learning qui a été mis en place depuis de nombreuses années et qui est très très utile pour nous tous. Ouais, donc pour revenir un peu sur ces 2-3 détails, nous la FIBA a dû mettre en place quelques règles d'éligibilité pour les fédérations et pour les joueurs afin qu'ils puissent rejoindre le 3 contre 3. Mais on voulait avoir des règles qui sont très simples et qui permettent à toutes les fédérations de facilement rejoindre des compétitions internationales, à tous les joueurs de facilement rejoindre leur équipe nationale s'ils ont le niveau pour le faire. Donc, on a dû trouver cet équilibre, et c'est un peu l'essence même du 3 contre 3, c'est de trouver un équilibre entre avoir un règlement qui est assez structuré pour pas que ce soit complètement n'importe quoi et que les gens font comme ils veulent. Donc, qu'on soit quand même une structure et une discipline qui est assez sérieuse pour être reconnue comme discipline olympique et pour être reconnue sur le haut niveau, mais en même temps mettre un minimum de barrières, un minimum de structure pour faciliter l'accès au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment notre équilibre qu'on cherche constamment dans la mise en place de nos règlements d'éligibilité, de nos règlements de participation, etc. Donc, ce que tu mentionnais, Sébastien, c'est que pour l'éligibilité, par exemple, d'une fédération, donc on a à la FIBA 213 fédérations nationales qui sont liées à la FIBA. Pour qu'une de ces fédérations soit éligible pour participer à une compétition internationale de la FIBA, on a seulement 2 critères qui rentrent en compte. Et ces 2 critères-là sont d'avoir une personne au sein de la fédération,
que ce soit un coordinateur 3-3 ou même le président ou n'importe qui dans la fédération, est passé un e-learning, qui est une plateforme en ligne qu'on a d'ailleurs remis à jour il y a quelques jours seulement, et l'annonce officielle va sortir cette semaine. C'est un e-learning qui dure une demi-journée à peu près, où vous pouvez lire des textes, voir des vidéos, etc. Et à la fin, il y a un petit examen d'une trentaine de questions ou 50 questions qui, en fait, couvre tous les aspects du 3 contre 3. Et donc, on demande aux fédérations de passer ce e-learning. Les informations vont être envoyées. On aura un article sur notre site web très bientôt cette semaine qui va annoncer la nouvelle plateforme à passer. Et donc, ça permet en fait, de transmettre l'information sur cette nouvelle discipline que beaucoup de gens ne connaissent pas encore dans les détails. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'utiliser cette plateforme pour transmettre un maximum d'informations sur le sujet. Puis le deuxième critère d'éligibilité, c'est que dans l'année passée, 3 tournois ont été organisés sur le territoire national de la fédération. Et ça peut être des petits tournois organisés vraiment localement, mais on veut simplement qu'il y ait un minimum d'engagement d'une fédération de faire de l'activité dans son pays pour pouvoir rejoindre ensuite le niveau international. Mais si une fédération a ces 2 critères sont acceptés dans la fédération, cette fédération va être éligible pour s'inscrire et participer à la Coupe continentale. Donc, n'importe quelle fédération africaine qui aura rempli ces 2 conditions pourra rejoindre la Coupe d'Afrique de 3 contre 3. Et ça, c'est avec les filles et les garçons. Et ça, c'est quelque chose de primordial pour nous, de permettre un maximum de fédérations avec des critères assez simples qui demandent un petit engagement, une personne au sein de la fédération, quelques organisations de tournois dans l'année. Et avec ça permet en fait l'accès à la compétition internationale. Et voilà, c'est primordial pour nous de permettre aux fédérations de rejoindre, d'utiliser le 3-3 pour ouvrir plus d'opportunités. Ok, merci. Et toi, je viens directement sur la question, mais tu penses que qu'est-ce que pourrait faire la FIBA ou qu'est-ce que pourrait faire la FIBA de plus, sans dire que la FIBA ne fait rien, on est bien d'accord, justement pour aider justement le 3-3 à se développer en Afrique? Est-ce que tu penses que c'est mieux de développer par des grands événements, uniquement par des petits événements, ou uniquement comment créer en fait cette activité? Alors nous, il y a plusieurs aspects, on va dire, mais les 2 choses qu'on prend en compte et qu'on essaie de faire pour encourager le développement de l'activité, c'est d'abord d'avoir un tournoi majeur ou international sur le continent, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique qu'on a eue depuis maintenant 3 ans, sauf erreur, qu'on a chaque année. L'année passée, pour la première fois, avec les moins de 18 ans également. Ça permet d'engager les fédérations puis de leur dire, voilà, si vous faites 3 tournois dans votre pays et que vous avez un coordinateur qui passe le e-learning, vous pouvez rejoindre ces compétitions. Et ça permet déjà de générer un minimum d'activité et de connaissances dans la région. Donc ça, pour nous, c'est le premier critère. Et je pense qu'on va continuer dans cette approche-là. On va continuer à chercher à encourager les fédérations à faire de l'activité 3-3 puis à apprendre plus sur le 3 contre 3 grâce à la Coupe d'Afrique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ensuite d'être dans l'éducation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait hier, où on avait, je crois, une cinquantaine de fédérations nationales africaines, une cinquantaine de personnes de fédérations. Donc, je pense que c'était une vingtaine, une trentaine de fédérations nationales africaines qui étaient présentes dans une formation en ligne où on leur a expliqué le fonctionnement du 3 contre 3, quelles sont les opportunités de succès grâce au 3 contre 3. Donc, nous, c'est vraiment ça l'approche. Et on avait plusieurs voyages prévus dans différentes fédérations avant la situation de la pandémie au sein de notre équipe pour aller voir des fédérations et les aider à mettre en place un programme de développement de 3 contre 3 pour la base, pour avoir plus de joueurs qui jouent au basket dans leur pays, mais aussi pour l'élite, pour avoir des opportunités d'accès aux championnats internationaux, aux Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques dans le futur. Donc voilà, pour moi, c'est ces 2 choses, c'est d'avoir aussi une approche ciblée sur les fédérations qui nous montrent un intérêt et une envie de s'engager dans le 3 contre 3. On va les accompagner en leur expliquant comment ça fonctionne, mais aussi une éducation plus globale sur le continent africain de quelle est l'essence même du 3-3, comment il fonctionne. Parce que dans d'autres continents, c'est quelque chose qui existait déjà. En Europe, par exemple, le 3 contre 3 existait avant 2010-2011 que la FIBA commence à le structurer.
Alors, c'est pour ça qu'en Afrique, on a besoin peut-être d'un peu plus de temps pour créer cette connaissance. Ouais, de créer le mouvement, mais après, l'avantage du 3-3, et ça j'aime le répéter, c'est par rapport à l'organisation d'événements, ça ne demande pas énormément d'équipes, ça ne demande pas énormément de joueurs, ça ne demande pas deux paniers, il n'y a besoin que d'un panier. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui va être désavantagée, même si le panier n'est pas en ordre. On joue tout le monde sur le même panier. Je me rappelle à Lausanne, quand on avait mis le premier événement depuis que la FIBA avait repris, le panier, le terrain, il était, je pense, en pente comme ça. Il n'y a personne qui s'était plaint parce qu'ils jouaient tous sur le même panier. Mais ouais, vraiment de pousser pour organiser des petits événements, et ça sert à rien, je pense, de vouloir organiser des événements à 30 ou 40 équipes, qui est très, très compliqué, on va dire, à organiser dans une première fois si on n'a jamais organisé un événement. Pourquoi pas organiser un événement avec 12 équipes, avec un format qui est très facilement reproduisible. Je crois que c'est juste de dire comme ça, comme la FIBA fait par exemple avec ses World Tours. J'ai une question. C'est ça. Moi, vas-y. Excuse-moi, mais c'est vraiment nous ce qu'on encourage, c'est les fédérations à faire plusieurs petits événements plutôt qu'un gros. Donc ça, c'est vraiment pour nous. Parfait. Dans les fédérations, on va leur demander parce qu'un joueur qui joue au basket, il veut pouvoir jouer régulièrement. Et s'il peut jouer qu'une fois dans l'année, parce que dans ma ville, j'ai qu'un tournoi par année, qui est peut-être un grand tournoi, super, il y a plein de gens autour, mais au final, je joue qu'une fois, je vais peut-être moins m'intéresser à la discipline, puis aller voir d'autres choses. Tandis que si tous les 2 semaines, tous les mois, j'ai un tournoi dans ma ville et je peux aller y jouer, là, je vais rencontrer d'autres gens, les gens vont en parler de plus en plus, ça va créer une émulation plus importante. Plutôt de vouloir faire un grand tournoi dans toutes les villes du pays, par exemple, concentrez-vous sur un centre et faites plus de tournois au même endroit pour créer une activité vraiment générale sur un endroit, et ensuite, vous pouvez vous déplacer sur d'autres régions. Ça, c'est vraiment les conseils qu'on donne aux fédérations. Ouais, après, créer aussi quelques petites catégories, les élites, les moins élites, etc., les amateurs et des choses comme ça, parce que même je vois même des entreprises ou même le gouvernement de créer des équipes qui peuvent facilement jouer au 3-3. C'est sur un panier, c'est ça l'avantage aussi d'être sur un panier. Il n'y a pas besoin de faire les allers-retours pour des personnes qui sont peut-être pas le plus affûtées physiquement. Et aussi, on touche plus souvent la balle. Et puis ça, c'est en haut niveau comme à bas niveau, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas seulement faire des allers-retours. Et ça, c'est aussi un des gros plus de la discipline du 3-3. Avant de revenir sur les questions que j'avais préparées, on a reçu une question d'un participant, et je pense que c'est Ibrahim qui pourra très bien y répondre par rapport à la caractéristique de l'Afrique. On dit qu'on a besoin pour le 3-3 d'être rapide. Les joueurs africains sont très rapides, une rigueur, il y a une très très bonne rigueur. On a la possibilité, et même on pousse à jouer à l'extérieur, donc tout le monde peut jouer à l'extérieur sans problème. Justement, que penses-tu justement, Ibrahim, par rapport à tout ce qui est les joueurs, les organisateurs, même les fédérations qui pourraient faire afin de profiter ou de faire profiter leur équipe nationale d'avoir une chance de pouvoir peut-être évoluer à très haut niveau et même voir gagner des titres au niveau international, voire on va dire africain, et même peut-être plus haut au niveau mondial. Oui, voilà, je comprends bien, mais à ce niveau, il faut reconnaître que les difficultés sont énormes. Voilà, parce que la fédération ne bénéficie pas de soutien. Voilà, déjà au 5 contre 5, les différents le départements en charge, qui est le ministère des Sports, et ils ont un budget limité vu qu'ils prennent en charge tous les billets, l'organisation et beaucoup de trucs. Donc déjà au niveau sponsoring, il n'y a pratiquement pas de monde. Les joueurs même ne sont pas motivés quand on les invite par rapport à une sélection de 3x3. Ils ne sont pas très, très motivés par rapport à ça parce qu'ils se disent qu'ils sont liés par un contrat à venir, c'est un problème. Il y a la difficulté également d'adaptation. Voilà, vous voyez un joueur de 5 contre 5, tout de suite il vient sur le terrain. D'abord, le ballon, ce n'est pas le même. Alors, tandis que 3x3, c'est le même ballon que tout le monde utilise. Donc, il y a une différence de poids, de taille par rapport à l'objet principal qu'est le ballon. Et il y a aussi une autre difficulté, c'est les règles même du jeu. Un joueur de 5 contre 5 qui est en plein championnat, qui joue tous les jours aux règles classiques du basket normal, et on lui demande de venir jouer directement au 3x3. Et le premier instinct qui lui vient en tête, quand il marque, il est tout de suite appelé à vouloir défendre, ce qui est pratiquement interdit au 3x3. Voilà. Donc là, il y a des pénalités parce que s'il défend directement sous le cerceau, il y a la faute technique. Donc, on a beaucoup de difficultés. Il y a même des difficultés d'ordre matériel parce que souvent, quand nous faisons les compétitions, on les fait sur le tartan. Et la plupart des joueurs sont habitués à jouer sur du ciment.
Donc, il y a les glissades. Donc, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes d'adaptation, il y a les règles, il y a l'appui même. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, c'est là en train de changer parce que déjà au niveau de la Fédération nationale, il y a désormais une commission nationale 3x3 et un coordinateur. Voilà, donc des entraîneurs désignés pour ça. Donc, on est en train de mener maintenant beaucoup d'activités pour vraiment convaincre d'abord les partenaires à venir vers nous, à multiplier les tournois et à convaincre les jeunes que vraiment c'est intéressant. Et à la clé, on est en train de mettre même des primes si une équipe gagne un tournoi. Donc, l'équipe va rafler en tout cas une belle somme. Bon, c'est ce qui peut vraiment les stimuler. Mais il faut reconnaître qu'à l'origine, c'est vraiment les difficultés d'adaptation, même pour les coachs. Même un coach, je suis moi-même entraîneur de l'équipe du 17 garçons. On s'apprêtait à aller en Coupe du Monde, mais malheureusement, vous connaissez les raisons de la pandémie. Voilà, donc souvent, quand on voit son équipe perdre, on est tenté de les pousser d'une certaine manière, mais les règles l'interdisent. Donc, il faut reconnaître que c'est l'adaptation, mais au fur et à mesure, on a remarqué que quand nous faisons nos tournois, on essaie de choisir des grands axes routiers un peu populaires où vraiment on va attirer du monde et les gens s'intéressent, mais on voit que les gens aiment, surtout quand il y a des dinks et autres. Donc, cela change. Et il y a un autre point que je tenais vraiment à souligner, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop les moyens de faire venir, de convaincre ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont au pays, généralement, c'est des gens qui ont la plupart été champions d'Afrique, surtout au niveau des filles. C'est des gens, les filles, elles ont été souvent championnes d'Afrique U16, U18, avant de jouer les U23. Donc, cela nous aide énormément. Sinon, n'eût été cela, ça allait être vraiment trop difficile. Ouais, je comprends. C'est ça. Vous n'êtes pas du tout au début au Mali, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est vraiment dans beaucoup de fédérations, au début certains, ils n'arrivent pas à faire la place par rapport au 5-5. Certaines fédérations, ça les intéresse pas beaucoup. Et il y a des promoteurs, des organisateurs qui veulent pousser à fond. Et c'est, à mon avis, vraiment pour le 3-3, se pousser sur les choses qui sont positives, justement, par rapport à, tu parlais des axes routiers. En Suisse, par exemple, c'est un bon exemple de faire venir les gens en salle. Malheureusement, on n'a pas la même ferveur pour le basket que dans des pays comme la France, pour ne citer que cet exemple vu que Richard est avec nous, mais d'organiser ça à des endroits stratégiques, des endroits où peut-être la ville a envie d'organiser un événement, ça permet d'avoir des gens pas du tout initiés qui viennent voir le 3-3. Et comme tu le dis très bien, tu vois le 3-3, tu te rends compte que c'est fun, qu'il y a des paniers souvent, que les joueurs y jouent, ils ne parlent pas tout le temps aux arbitres. Il y a plein de choses très positives du 3-3 qu'à mon avis, il faut prendre. Je vais rebondir sur ça par rapport à Marcos qui a beaucoup d'expérience au niveau des compétitions internationales. Et toi, quel est ton point de vue par rapport à ces petites nations du basket qui peuvent jouer au championnat du monde? Et comment, je pense que tu as eu des dialogues avec ces responsables de petites fédérations, même on pourrait mettre la Suisse dedans. Quel est justement ton avis sur l'avantage du 3-3 pour ces petites fédérations pour avoir du succès au niveau international? Déjà, c'est le nombre, pour commencer. On a besoin de trouver 4. On n'a pas besoin de trouver 12, 6, 8 joueurs. Donc, c'est déjà une chance supplémentaire. Et puis, c'est nouveau. C'est, entre guillemets, encore amateur, pas totalement professionnalisé, ce qui permet de croire, d'avoir un rêve, d'accéder, d'avoir une chance. Je pense que c'est une opportunité, c'est une grande opportunité, parce que quand on a un potentiel brut, avec le 3-3, on peut se révéler une identité et se créer une carrière aussi à travers cette discipline. C'est quelque chose de nouveau et on a vu beaucoup de joueurs, par exemple, au volley et au beach volley. Il y en a beaucoup qui ont fait l'ascenseur ou qui ont découvert ce sport. Et on peut parler aussi un peu de cet effet-là aussi pour le 3-3. On peut se découvrir une identité de liberté de joueur de 3-3. Et voilà. Pour les petites fédérations, ou entre guillemets les petites fédérations, elles partent, c'est la motivation. Or, la motivation, elle est égale pour chaque pays. Je pense que si tu as la motivation et que tu mets en place 2-3 choses simples, tu te donnes la chance de réussir.
Et c'est ça peut-être une chose qui est importante à faire. Ouais, je pense que c'est un point que tu viens de dire, c'est qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Ça sert à rien de se comparer aux fédérations. Je donne l'exemple de nouveau de la petite Suisse par rapport à la France. Ça ne sert à rien de comparer le staff de l'équipe de France que Richard il a à la tête avec le staff que Damien Leroll a. C'est les deux personnes qui sont hauts dans la hiérarchie de chacun. C'est la même chose par rapport aux événements qui sont organisés. Chacun peut mettre en place quelque chose. Et la FIBA, je pense que ça, on a une grande chance. La FIBA, elle est prête à aider les fédérations, comme les joueurs, comme les organisateurs, s'ils ont une motivation de développer le 3-3. Et ça, c'est vraiment un gros, gros point positif. Une question pour Rachel. C'est une question qui nous est venue, c'est par rapport à la difficulté, le problème de passer du 3-3 au 5-5. Justement, la question, le fait d'habituer des joueurs à jouer au 3-3, est-ce que ça ne va pas créer des confusions pendant les matchs de 5-5? Toi, justement, comment est-ce que tu t'habitues à jouer au 3-3 et aussi au 5-5 sans avoir des problèmes? Merci pour la question. Franchement, je ne vois pas la difficulté. Pour moi, quand même, c'est très facile. Je peux peut-être jouer tout à l'heure au 3 contre 3 et demain jouer au 55. J'ai vraiment pas de difficulté parce que je me dis que c'est pratiquement la même chose. C'est juste qu'il faut être rapide d'un côté et être endurante de l'autre par rapport au 55 surtout. Être posé, suivre la rotation de tout le monde. Mais en 3 contre 3, là maintenant, tu es vive en fait. Donc, tu dois prendre des décisions assez rapides. Tu n'as pas le temps de dire, ah, elle est là, elle est sortie et tout. Tu dois foncer, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas une difficulté en tant que telle de jouer au 3 contre 3 ou au 5 contre 5. C'est moi, mon opinion. Voilà. L'opinion peut-être de coach Richard. Quel est ton avis, toi, Richard, par rapport à ça, cette adaptation entre, OK, il y a le ballon qui est différent, mais est-ce que cette adaptation pour les joueurs entre le 3-3 et le 5-5, ben vous, par exemple, année olympique, allez, de nouveau année olympique, on peut reposer les mêmes questions. Comment est-ce que les joueuses vont s'adapter? Tu penses que l'adaptation, elle est grande ou ça va prendre beaucoup de temps pour se réadapter, pour revenir au 3-3 ou tu penses que ce n'est pas vraiment un gros souci? Il y a quand même un phénomène d'adaptation minimal, donc c'est clair. Bon, on le voit, bon, mais quand on a la chance de travailler régulièrement avec des joueurs et des joueuses tous les ans, on va dire que cette période d'adaptation elle va être plus courte que si un joueur ne joue pas. Donc ça c'est clair. Donc elle est valable dans les deux sens, mais comme disait Rachel, ça va très très vite. La problématique du ballon n'en est pas une, à mon avis. Les joueurs s'adaptent très très vite. Moi, je considère plutôt que c'est une plus-value énorme pour un joueur qui a une carrière de 5-5 de pouvoir participer à des compétitions de 3-3. C'est une plus-value énorme et on a de nombreux exemples en France, le choix c'est les femmes et les hommes, de joueurs et de joueuses qui ont vraiment boosté leur carrière grâce au 3-3. Je prendrai l'exemple de mon ami Karim, qui est maintenant mon collègue assistant avec moi, et avec qui on travaille depuis 2012. Il pourrait le dire lui-même, puisqu'il le dit souvent. Il a fait une de ses meilleures carrières de 5-5 à l'issue du championnat du monde. Voilà, et ça c'est un exemple, mais j'en ai 10 comme ça de joueurs et de joueuses qui se sont exprimés dans la presse et qui ont dit clairement que le 3-3 les avait aidés. C'est un coup de pouce, c'est évident. C'est pas que le 3-3, mais en tout cas, c'est un coup de pouce. Et je dis toujours, c'est un accélérateur de confiance en soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut un petit peu douter parfois de lui-même, il vient au 3-3, il ne se pose plus de questions et ça le regonfle pour la suite. Et quand il revient après, souvent, il y a une plus-value énorme. Donc, voilà, d'une manière générale, c'est plutôt bénéfique. Voilà. Il y a un petit peu d'adaptation, c'est vrai, mais elle est moindre à partir du moment où on a l'habitude de jouer. Ouais, c'est le même avis que j'ai. Et je pourrais aussi, en Suisse et même à l'étranger, on pourrait citer tellement d'exemples de joueurs justement qui pendant peut-être l'été, ils n'avaient peut-être pas d'activité, ben là, ils ont une grosse activité. Et aussi du fait, et puis ça, c'est compliqué, c'est que j'ai une saison 5-5
C'est des excuses qu'on a ou des problèmes qu'on entend qui n'en sont pas. Mais j'ai une saison 5-5 et ensuite, l'été, je veux performer au niveau 3-3. C'est difficile de jouer presque pendant toute l'année. Non, justement, le joueur, il se rend compte qu'il y a des moments où il doit avoir une plage, où il doit récupérer. Il y a certaines choses qui sont importantes par rapport à l'entraînement. La préparation physique d'avant-saison est d'autant plus importante, etc., etc. Et c'est toutes des choses qu'il faut, je pense, mettre ensemble. Et il y a tellement d'experts qui sont là maintenant qui peuvent nous aider. Par exemple, Richard, je pense que tu peux rebondir là-dessus. C'est comment justement les joueurs, ils s'apprennent à mieux se connaître, ils apprennent peut-être à mieux s'écouter. Et le 3-3, ça a aidé par rapport à ça. Oui, je suis d'accord. Effectivement, c'est le genre de réflexion que l'on a régulièrement des présidents de clubs et de certains coachs, pas tous, heureusement. Il y a même une présidente qui voit aussi dans le 3-3 tous les aspects bénéfiques en premier. Donc, je suis d'accord. Effectivement, les saisons sont longues. Il faut se gérer correctement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais si c'est fait intelligemment, c'est aussi le moyen de passer l'été de manière extraordinaire pour un joueur et de continuer à se préparer physiquement et donc de pas avoir ce problème de joueurs qui des fois s'arrêtent pendant des mois ou des semaines. Là, ils continuent, ils font de la préparation physique sans le savoir puisqu'ils jouent et ils jouent, ils sont en forme et voilà. Donc c'est vrai que il faut un peu gérer, il faut pas faire n'importe quoi, voilà. Nous, on a la chance avec les équipes de France d'avoir des staffs médicaux avec nous, donc quand les joueurs et les joueuses viennent, ils sont encadrés, il y a un préparateur physique et tout, donc on ne fait pas n'importe quoi et on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, donc, et on a en définitive relativement peu de blessures. Donc voilà, il faut que ça soit fait de manière intelligente, mais au contraire, c'est une vraie plus-value. Oui, justement, je rebondis dessus, mais les blessures, souvent, c'était l'excuse. Ah, le joueur, on ne veut pas qu'il joue au 3-3 parce qu'il va se blesser. Mais non, il est dans une structure où il va jouer, exactement, il va jouer dehors avec ses potes. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien du tout. Là, il y a une structure, il y a des règles, donc il y a beaucoup moins de risques de peut-être de se blesser, de nouveau de se préparer, comment on se prépare avant le match, etc. C'est tout un apprentissage. Et beaucoup de joueurs, moi, je fais aussi des conférences en ligne avec Never Stop Learning, je fais un petit peu de pub, mais j'ai eu, par exemple, Thibaut Petit, qui est un entraîneur d'Euroleague en France, à Montpellier, il disait, mais l'importance du travail individuel, les joueurs, ils veulent, et les joueuses, elles veulent du travail individuel très souvent. Et l'été, le 3 contre 3, c'est un bienfait énorme pour les joueurs parce qu'ils sont confrontés à un bon niveau, ils sont confrontés à un haut niveau et ils se doivent d'être au top physiquement, mais aussi pendant le jeu, comme tu le disais avant, ils ne peuvent pas se cacher. C'était dit, pendant le 3-3, je ne peux pas me cacher, on est 3 sur le terrain, je reçois la balle, je dois prendre mes responsabilités. Et souvent, en club, je n'ai pas de responsabilité à prendre. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Richard. Non, mais c'est le meilleur travail individuel qu'on puisse faire l'été. Donc, effectivement, des fois, on nous dit que les joueurs ne peuvent pas venir au 3-3 parce qu'ils doivent faire du travail individuel avec des coachs, etc. Pour moi, c'est un faux problème. Je dirais aux joueurs et aux joueuses, venez au 3-3 et vous allez faire tout, vous allez faire du travail individuel, vous allez faire la prépa physique, vous allez jouer et vous allez prendre beaucoup de plaisir en plus. Ça, c'est très important, prendre beaucoup de plaisir. Et le retour des garçons et des filles, c'est souvent ça, ils viennent en stage, la première chose qu'ils disent, c'est une bouffée d'oxygène, on vient prendre du plaisir aussi à jouer. Et ça, c'est aussi très important par rapport au 5-5. Il y a encore ce côté plaisir qu'on a peut-être un peu perdu parfois au 5-5. Voilà, donc, et en tout cas, ce n'est pas que moi qui le dis, puisque je vous dis, c'est unanime de la part des joueuses et des joueurs. Il faut le tester. Je peux me permettre? Oui, Nicolas, vas-y. Juste aussi, je trouve que cette discussion est très intéressante et puis c'est effectivement un bon moyen de faire la promotion du 3 contre 3 auprès des clubs ou des dirigeants ou des joueurs qui sont peut-être sceptiques. Mais c'est aussi important de comprendre qu'on est aussi une discipline à part entière qui, sur du moyen long terme, on a des athlètes qui sont spécifiques à cette discipline. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est, je pense, une discussion qui est une réalité aujourd'hui, bien sûr, qui est cette phase de transition où des joueurs font la navette. Beaucoup de joueurs encore font la navette entre le 5-5 et le 3 contre 3. Mais nous, la vision qu'on a du développement du 3 contre 3 avec une structure pro autour, et c'est déjà une réalité dans certains pays où le niveau de vie est peut-être moins élevé, mais dans beaucoup de pays de l'Est où on a beaucoup de talent basket, les joueurs sont professionnels et jouent uniquement au 3 contre 3 maintenant.
Donc, on passe au problème d'adaptation et de temps libre et de trouver du temps pour y jouer parce que c'est leur job. Et on espère, avec le temps, en augmentant la structure, en augmentant les prix qui sont offerts après chaque tournoi, en offrant une structure pro autour de chaque événement qu'on organise, permettre en fait à plus de joueurs de se professionnaliser. Mais je pense que c'est une réalité qui est proche aujourd'hui, qui était très loin il y a encore 4-5 ans. Mais aujourd'hui, on a une structure qui encadre les équipes. Et en fait, par exemple, lorsqu'une équipe pro se qualifie pour un tournoi pro de haut niveau, que ce soit un tournoi World Tour ou un tournoi Challenger, on prend en charge les coûts de déplacement. Donc, l'équipe ne doit rien payer pour se déplacer. Une fois que l'équipe est assez performante pour se qualifier à un certain tournoi, engendre des points de ranking pour se qualifier à un certain tournoi, cette équipe va être complètement prise en charge par la FIBA, par la structure, pour en fait être envoyée à gauche à droite dans des tournois. Les billets d'avion vont être payés, l'hôtel va être payé, les déplacements seront payés. Et ensuite, si l'équipe performe, elle pourra recevoir un salaire sur les résultats de chaque tournoi. Donc, on a déjà mis cette structure en place. Ça fait 2-3 ans qu'on a de plus en plus d'équipes qui se professionnalisent. Mais c'est vrai que c'est des équipes qui viennent de régions peut-être avec un coût de la vie moins élevé. Mais dans le futur, moi, je vois très bien, d'ici quelques années, une structure pro complète partout dans le monde, en fait. Parce qu'on aura des prix qui seront suffisamment élevés pour permettre ça. Oui, pour avoir organisé le World Tour de Lausanne pendant plusieurs années, il y avait aussi une équipe de Tunisie qui s'était qualifiée depuis son tournoi, qui avait l'avantage, ça c'est plus pour les joueurs, mais l'avantage quand je gagne un tournoi qui est qualificatif pour un Challenger ou pour un World Tour, ça c'est sûr et certain qu'il y en aura en Afrique dans le futur. Là, l'avantage comme joueur, c'est que l'organisateur, il s'engage à me payer le voyage. Donc, dès que j'ai gagné ce tournoi-là, je rentre dans le Pro Tour avec des coûts que je n'ai pas à ma charge. Et ça, c'était on va dire le gros problème peut-être au début pour les joueurs, c'était de pouvoir se déplacer pour les tournois. Et là, je pense que la FIBA, les efforts qu'elle fait avec les organisateurs, bien sûr, c'est quelque chose de ultra important. Et aussi, si l'équipe performe, ça c'est aussi très important que si l'équipe performe ensuite sur le haut niveau, elle aura des points de ranking plus importants. Et les 10 meilleures ou 20 meilleures équipes du ranking mondial reçoivent de l'argent de la FIBA pour se déplacer dans les tournois, en plus, sans avoir dû jouer dans un tournoi plus bas. Ouais. Donc, l'exemple de l'équipe tunisienne, si ensuite elle va au World Tour Master et qu'elle gagne, par exemple, ce World Tour Master, elle va recevoir un nombre de points important. Elle pourra être, par exemple, invitée dans un tournoi futur avec les frais payés grâce à ses résultats de haut niveau. Ouais, c'est souvent, avant, c'est pour… Richard, il en a parlé un peu avant, juste comme ça, mais l'exemple de l'équipe de Suisse, c'est l'équipe de Suisse maintenant qui s'appelle Team Lausanne, qui est peut-être plus l'équipe de Suisse, mais enfin voilà, c'est une équipe, chez nous, en Suisse, on a peut-être moins de joueurs, ou chez nous, on a décidé de mettre 4 joueurs ensemble, et ça peut être vraiment le bon exemple. En Afrique, 4 à 6 joueurs qu'on met ensemble, qui sont très, très performants pour l'équipe nationale, mais qui peuvent aussi être performants sur des tournois du tournoi pro. Et ensuite, c'est une équipe qui va porter. Team Lausanne, pour donner l'exemple pour la Suisse, c'est une équipe qui a, il y a eu le World Tour Master à Lausanne, mais qui a aussi porté le 3-3 au niveau de la Suisse, qui a mis une dynamique, qui a permis de peut-être avoir des partenaires et plus de gens qui veulent faire du 3-3. Et ça, c'est aussi un gros plus, je pense, pour des plus petites fédérations qui ont peut-être moins de joueurs et moins de moyens, de pouvoir se concentrer uniquement sur 4 à 6 joueurs, peut-être les aider à faire 1-2 déplacements. Ce n'est pas des gros coûts à investir, comme ça serait le cas pour une équipe de 5 contre 5 ou des structures de 5 contre 5. Il y a aussi le 3-3. Richard, tu voulais réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nico. Une discipline olympique comme le 3-3 se doit d'avoir des joueurs spécifiques. Voilà, moi je dis toujours, je travaille à l'INSEP, je vois des collègues de tous les sports. On a eu des réunions préparatoires aux Jeux Olympiques avec tous les sports. Et moi, je dis, voilà, je suis certainement le seul entraîneur d'une discipline à ne pas avoir de joueurs spécifiques. Donc, évidemment, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir le plus tôt possible des joueurs et des joueuses totalement dédiés au 3-3, que l'on pourra entraîner de manière régulière et qu'on pourra donc développer et faire des progrès. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est mon rêve vraiment d'arriver à ça. Je ne partirai pas en retraite avant. Mais vraiment, oui, effectivement, une discipline olympique se doit d'avoir des joueurs spécifiques. Je le répète, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Ça va venir, on espère. Peut-être, ça aurait dû peut-être. Bon, voilà, il y a des projets dans ce sens. Ça a été reculé à cause de la pandémie. Mais en tout cas, on travaille pour. Et il faut
il faut que, de toute façon, avant Paris 2024, on est aussi en France et partout un peu dans le monde, des joueurs et des joueuses qui fassent le pas, qui franchissent le pas. Ça ne veut pas dire qu'on fermera la porte aux autres qui voudront continuer à faire les deux, parce que ça serait dommage de demander à des joueurs de choisir totalement, mais en tout cas, il faudra qu'on ait quand même des joueurs sur qui on peut compter, des joueurs et des joueuses sur qui on peut compter, que l'on entraîne régulièrement et voilà, et qu'on puisse nous faire notre travail de coach véritablement. Ouais, merci. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est ce qu'on espère. On va revenir un petit peu sur le plus bas niveau par rapport à le 3-3, qui est une grande source, ou je ne sais pas quel mot utiliser par rapport à la promotion du basket, parce qu'à la fin, il faut. Nous, je pense, adeptes du 3-3, on a vite enlevé ce cliché que le 3-3 est concurrentiel au 5-5. Je pense qu'on a tous enlevé. Je pense pour des pays où le basket n'est pas le sport numéro 1, ni le numéro 2, ni le numéro 3, comme on le vit chez nous, par exemple, en Suisse, de pouvoir amener le basket au centre, des villes grâce à des tournois de 3-3. Parce que de nouveau, pour faire un tournoi de 3-3, j'ai besoin d'un panier, d'un ballon, de 2 équipes de 3 joueurs et let's go, on fait du basket. Et les non-initiés qui voient du 3-3 ou du 5-5, ils voient du basket, ils voient un panier, ils savent que c'est un panier de basket. Heureusement que tout le monde sait ce que c'est un panier de basket, et ça, je pense que c'est un gros plus. Je vais passer la parole à Nicolas pour aller sur une des questions qu'on a reçues par rapport au développement du 3-3 et le développement du 3-3 qui est par rapport à l'aspect pédagogique, justement. Et la question, elle est alors que les situations pédagogiques et didactiques en milieu scolaire s'appuient sur le basket 3-3, alors que beaucoup de professeurs, justement en Afrique, ils font de l'éducation physique ou les cours d'école en extérieur. Comment expliquer ce décalage ou l'absence d'exploitation pour booster le 3-3? Justement, comment t'expliques peut-être que les fédérations européennes, mais ici on va parler de l'Afrique, qu'ils n'utilisent pas assez le fait qu'on joue plus au 3-3 qu'au 5-5 à l'école pour justement dynamiser et pousser cette discipline? Je pense qu'il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est ce que j'expliquais avant, c'est simplement l'éducation, la connaissance de ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le 3-3 et qui le connaissent de manière très légère, qui ont juste entendu parler, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et ça, c'est déjà la première barrière au développement dans les régions. Il faut que les gens soient éduqués sur le 3-3, comprennent comment ça fonctionne. Pas juste qu'ils s'imaginent que c'est du basket avec un peu moins de joueurs sur un demi-terrain. Ce n'est pas la réalité. Les structures sont différentes, les approches sont différentes, les opportunités sont complètement différentes pour les pays plus petits. Et ça, c'est la première chose, l'éducation. Et comme je disais avant, nous, à la FIBA, on essaye vraiment de pousser à l'éducation aussi avec nos collègues du bureau africain de la FIBA, de pousser l'éducation avec le e-learning, par exemple, qu'on a parlé plus tôt. On pousse toutes les fédérations africaines à avoir un coordinateur 3-3 qui va passer cet e-learning. Moi, je suis déjà venu 2 fois en Afrique pour donner des formations sur le 3 contre 3. On est plusieurs à aller plusieurs fois en Afrique dans l'équipe FIBA. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'on doit faire un travail d'éducation. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait seulement 8-9 ans qu'on a une structure autour du 3 contre 3, donc ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est peut-être une chose qu'on n'a pas trop envie d'entendre, mais il y a encore beaucoup de résistance dans le monde du basket face à la discipline du 3 contre 3, c'est une réalité. Il y a encore beaucoup de gens qui sont peut-être trop conservateurs par rapport au basket, qui sont trop puristes, je ne sais pas comment dire, mais qui pensent que voilà, la seule réalité du basket, c'est le basket en salle à 5 contre 5 qu'on connaît tous. Et ça demande du temps. Simplement que ces gens comprennent en fait que le 3 contre 3, c'est la deuxième discipline de la FIBA, c'est la deuxième discipline du basket. C'est comme ça que c'est approché aux Jeux Olympiques. Donc, on n'est pas un autre sport. On est le même sport. Le basket a 2 disciplines. Le basket a le 3 contre 3 et le basketball. Et ça, c'est une réalité. C'est quelque chose que les gens doivent accepter. Mais ça prend du temps. Et ça veut dire que les personnes à la tête des fédérations, de temps en temps, se disent que non, je préfère continuer à investir peut-être trop d'argent dans des structures 5 contre 5 qui ne fonctionnent pas ou qui ne se développent pas ou qui ne m'apportent pas de succès, alors qu'avec le même investissement ou même moins d'investissement, mais mieux placé et plus réfléchi dans le 3 contre 3,
j'aurais peut-être beaucoup plus de succès, mais j'ai pas envie parce que le 3-3, c'est pas du basket. Voilà. C'est peut-être des choses qui sont une réalité dans beaucoup de pays et il faudra du temps pour passer au-dessus de ça, je pense. Oui, c'est aussi le 3-3 se veut le sport urbain numéro 1. Non? Est-ce que ce but est atteint ou pas encore atteint? Ou où est-ce qu'on en est? Ouais, C'était un grand slogan en 2010, hein, quand si, ouais, si tu as les chiffres, je veux bien les avoir. Ce pas des chiffres faciles à récolter, mais une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 5-6 000 tournois dans 150 pays différents qui sont enregistrés sur notre plateforme dans les 12 derniers mois. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui est enregistré dans la plateforme de la FIBA, mais se dire que l'activité, elle est probablement 2, 3, 4, 5, 10 fois plus élevée que celle-là. Mais on a quand même plus de 1 million de joueurs qui sont enregistrés dans nos plateformes, 300 000 joueurs actifs sur les 12 derniers mois dans le monde. Donc ça, c'est des chiffres qui sont réels, qu'on a capturés, mais qui ne sont pas les 100% de l'activité qui a été créée avec la discipline 3 contre 3. Mais voilà, donc je pense que oui, aujourd'hui, on est un des sports urbains numéro 1 dans le monde. Mais ça demande encore du temps pour que ce soit vraiment global. Je pense que les Jeux Olympiques nous aideront aussi à avoir une fenêtre un peu plus populaire sur la discipline. Oui, on voit, bon, pour ceux qui sont là depuis le début, on voit, ben, Richard, il pourra aussi en témoigner. Donc, pour en parler des heures, c'est que l'évolution du 3-3, je pense, depuis 2010, c'était à Singapour, et ensuite, ben, tout ce que la qualité des événements, et aussi le nombre de fédérations, la qualité du jeu, j'en passe à des meilleurs, c'est quand même une énorme progression qui aurait dû se concrétiser avec une participation aux Jeux Olympiques. Il y a le Covid, on a décidé autrement. Et justement, ben, je vais rebondir un petit peu sur ça avec le Covid qui a eu beaucoup d'initiatives comme ces webconférences, ben, comme cette webconférence on pourrait remercier longtemps Mustapha Sall justement qui organise ces Africa Talk Sport sur de nombreux sports, dont le 3 contre 3 qui pousse vraiment pour le 3 contre 3 en Afrique. Et ça, je pense on pourra le remercier énormément de pouvoir mettre ça sur pied. Je vous remercie tous et toutes les participants d'avoir accepté l'invitation. Mais je ne vais pas vous laisser partir encore, hein, inquiétez-vous pas. Dommage pour vous si vous étiez prêt à vous en aller. Non, le 3-3, ben, Nicolas, tu en as parlé avant. La Lituanie, c'était un bon exemple par rapport au Covid. Ben, et ça, c'est un bon point du 3 contre 3, c'est qu'actuellement, ben, le 5 contre 5, dans beaucoup de pays, on n'a pas le droit de le pratiquer par rapport à cette pandémie, les problèmes sanitaires. Et je veux peut-être rebondir du côté d'Ibrahim, peut-être pour savoir au Mali, est-ce que vous, au Mali, vous avez peut-être des restrictions par rapport au sport? Est-ce qu'il y a des restrictions qui ont été levées? Est-ce que le 3-3 peut-être peut se démarquer et permettre aux gens de jouer par rapport au fait que le 5 contre 5, ça ne soit pas encore trop autorisé en compétition? Voilà, officiellement, le ministère des Sports n'a pas autorisé ça. Voilà, donc avec le foot, quand même, c'est un peu contradictoire. La fédération de foot a eu l'autorisation du conseil scientifique de prendre les activités à huis clos, mais ça n'a pas été le cas d'abord pour le basket. Mais il faut reconnaître que la pandémie au Mali, bon, déjà la grande majorité de la population doute de l'existence même de la maladie. Donc, ce qui est déjà une première chose. Bon, en plus de ça, vous savez que nous sommes ici au Mali, en Afrique, et tout se fait socialement. Les gens mangent ensemble, les cérémonies sociales, les baptêmes, mariages. En tout cas, la maladie, même si elle existe, il faut savoir qu'elle est assez moins contagieuse. Elle fait moins de dégâts au Mali. Donc, ce qui, personnellement, je pense que ça ne doit pas trop entraver la pratique du sport, surtout le 3x3. Bon, c'est pas sa pratique en tant que telle qui pose problème, mais c'est les masques qu'elle draine. Vous voyez, on a une fois essayé de l'organiser dans une salle de 5000 places, on a eu moins de personnes. Mais une fois que c'est sur un axe routier vraiment populaire, bien fréquenté, vous allez voir que tout de suite, ça draine du monde, surtout qu'il y a la musique. Voilà, donc officiellement, ça n'a pas commencé, mais on pense que ça ne va pas tarder, que bientôt les activités vont reprendre. Mais ce qui est sûr, et la pandémie fait moins mal quand même ces derniers moments. Ok, d'accord, merci beaucoup, Oui. Ibrahim. Richard, de ton côté, par rapport à la France, est-ce que Mais on a vu que cette…
On a vu que vous avez repris avec Antoine Eto'o, là, qui était en feu. Anthony Christophe, que vous connaissez tous, enfin peut-être pas tous, mais enfin beaucoup, en même temps développeur du 3-3 sur la Côte d'Azur, a organisé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne me rappelle plus, ça passe vite, déjà un premier tournoi. Il y en a eu un dimanche aussi à Saint-Paul, à côté de Paris. Il y aura l'Open de France début août. Voilà. Il y a beaucoup de tournois qui se font sur Paris là, à partir de cette semaine. Là. Voilà, il y a un peu. Non, ça reprend progressivement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est grâce au 3-3, en fin de compte, que l'activité de basket reprend en France. Donc, déjà, c'est positif. C'est-à-dire que voilà, donc la fédération a communiqué là-dessus en disant voilà, donc le 3-3 est très important. La preuve, vous voyez, on reprend par le 3-3. Donc, non, on reprend progressivement. Le fait que ça soit majoritairement extérieur, ça aide beaucoup aussi. Qu'on soit moins nombreux, etc. Bon, avec les mesures barrières, bien évidemment, mais non, ça reprend. Voilà. Ok, ça fait plaisir. Et du côté de Rachel, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle a pu retrouver les terrains? Elle a pu trouver les terrains de 5-5, les terrains de 3-3? Ah, il faut que tu allumes ton micro. Aïe, aïe, aïe. Désolée. C'est pas Je peux grave. dire que pour le moment, la fédération refuse tout rassemblement. Donc, il y a une semaine de cela, avec mes coéquipières de la maison, on va très tôt au terrain, du moins dans une école en fait. Donc, on va s'entraîner et on finit par le 3 contre 3. Donc, je pense que c'est déjà un plus pour nous parce qu'on est en léthargie depuis plus de 4 mois, je peux dire. Donc, c'est un peu chaud. Déjà, parce que moi, en fait, je ne suis pas au pays, je suis au Bénin, je joue pour l'équipe du port. Donc, je suis carrément coincée ici avec toutes ces pandémies. Donc, avec les autres, on essaie juste de faire des exercices à la maison de temps en temps. Donc, au début, je dirais que ça a été un peu difficile, mais avec les réseaux sociaux, on a eu à faire des challenges et autres pour juste s'occuper. Donc, je crois que ça peut aller, mais vivement qu'on retrouve le basket. Franchement parlant, c'est un manque. Je ne peux pas dire que c'est vraiment comme une drogue, en fait. Donc, si les autres ont repris, vivement pour nous de reprendre aussi. C'est mon souhait quand même. Je pense que c'est le souhait de beaucoup de monde, hein, de pouvoir retrouver les terrains. Chacun à sa vitesse. De nouveau, on n'est pas égaux là-devant, hein. Certains pays vont plus vite que d'autres, ils peuvent aller plus vite que d'autres, mais malheureusement, c'est assez difficile je pense, pour chaque pays de pouvoir gérer cette pandémie parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'y attendre. Mais on a la chance que le 3-3 il peut être mis un petit peu plus en avant par rapport au fait que, comme il a dit Richard, c'est en extérieur, ça permet de faire moins organisé. Si les gens ils veulent se rassembler, ils se rassemblent, ça fait moins organisé. Puis peut-être les organisateurs, ils n'ont pas de problème, comme il disait Ibrahim, peut-être de faire ça sur des grands axes routiers qui permettent de faire en plus de faire de la compétition, une énorme promotion du basket et de mettre bon, le problème qu'il y a, c'est de mettre trop de personnes ensemble, ça pose des problèmes. Mais là, on en est c'est quand on a trop de succès, c'est aussi ça qui est un petit peu embêtant. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux réagir par rapport à quelle est la situation, comment voit la FIBA la situation, parce que vous avez un Pro Tour qui prend du retard, vous avez des problèmes, vous n'avez pas pu aller aux Jeux Olympiques. Toi, tu y attendais, tu avais pris ton billet, je pense, pour aller aux Jeux Olympiques, tu étais tout excité d'aller aux Jeux Olympiques, parce que c'était quand même un des gros goals que vous aviez justement avec la FIBA. Quel est le fonctionnement pour parler un petit peu de Covid, puis après on va revenir sur quelques questions par rapport à l'Afrique. Ouais, donc c'est vrai que c'est une situation qui est un peu délicate aujourd'hui parce que au niveau international, c'est très difficile d'organiser des compétitions internationales. Donc nous, l'essence de la FIBA, c'est d'organiser des compétitions internationales, donc de rassembler différents pays. Et puis avec la situation actuelle, comme la situation est différente dans plein de pays, chaque pays a ses propres règles en termes de rassemblement, en termes de voyage, en termes de restrictions d'entrée de certains pays, etc. Ça rend l'organisation d'événements internationaux très compliquée. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train on encourage les fédérations et les pays qui ont rouvert un peu l'activité, où les recommandations gouvernementales permettent l'organisation de rassemblements sportifs. On encourage ces fédérations à reprendre de l'activité. On est en contact avec beaucoup de fédérations pour les aider à reprendre l'activité et leur donner des conseils
On a des outils qui permettent en fait aux organisateurs d'estimer le risque, par exemple, d'organiser un rassemblement. C'est des outils qui ont été développés par la commission médicale de la FIBA avec comment on appelle ça, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a développé un outil d'estimation des risques de rassemblement. Donc voilà, chaque fédération peut utiliser ça lorsqu'elle fait son événement pour voir est-ce que oui, je suis à risque ou non, ou je ne suis pas à risque. Ça, c'est une chose. Et donc, nous, on encourage la reprise de l'activité locale aujourd'hui. Depuis le mois de juin, déjà, on est vraiment en contact avec beaucoup de fédérations et de promoteurs au niveau local pour leur dire si vous pouvez, faites de l'activité, on les encourage. Et ensuite, là, à partir du mois d'août, septembre, on espère pouvoir reprendre de l'activité au niveau régional, plus qu'international. Ça veut dire peut-être plus centré sur des activités au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Afrique, donc vraiment par région. Parce qu'on sait que, par exemple, en Europe, l'Union européenne fonctionne quand même d'une certaine manière ensemble. Donc, ce sera peut-être plus simple de faire un rassemblement avec des pays européens. La même chose en Asie, la même chose en Afrique. Donc, voilà, ça, c'est un peu notre approche. On a parti sur du local au mois de mai, juin, quand la situation revenait un peu à la normale dans certains pays. Lorsqu'il y aura plus de pays qui sont revenus à la normale d'ici le mois d'août, septembre, on va partir sur plus du régional probablement. Et en espérant qu'en septembre, octobre, novembre, la situation revienne à la normale dans la majorité des pays et on pourra partir sur de l'activité internationale. Ça, c'est l'approche. Mais voilà, on est conscient que 2020, c'est une année un peu spéciale, entre parenthèses, on va dire. On va le faire le maximum qu'on peut pour avoir de l'activité, pour permettre aux joueurs, aux fédérations de participer à des activités. Et on va se reconcentrer assez rapidement sur 2021, qui est une grosse année où on espère que ce virus et cette pandémie sera juste un mauvais souvenir et on pourra reprendre la vie normale et aller au JO. Et je pourrais changer la date de mon billet d'avion et retrouver un autre hôtel pour Tokyo. Si jamais tu l'as pas encore annulé pour cette année, il faut le faire, si jamais. Hein. C'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que ça a ok, d'accord. Ça a été fait. Ok, d'accord. Puis important, hein, je me recommande pour Rachel, elle a envie de retrouver les terrains. Donc, si tu pourrais, avec la baguette magique FIBA, aller aider Rachel du côté du Bénin pour ça. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu aimes aborder, Rachel, mais on va plutôt en parler avec Marcos par rapport à l'arbitrage. On ne va pas trop te demander ton avis sur l'arbitrage au niveau du 3-3, même si tu veux le donner. Tu veux le donner? Non, c'est bon. C'est gentil. Non, Marcos, si tu peux un petit peu nous parler un peu de l'arbitrage 3-3, quelles sont en fait plutôt les difficultés pour les arbitres et puis arbitrer du 3-3, puis pas faire de la promotion, mais expliquer aussi à nos amis du côté de l'Afrique ce que met un peu la FIBA en place, malgré qu'on sait que Nicolas il soit en charge de ça. Mais toi qui fais partie des tout grands noms de l'arbitrage international 3-3, nous parler un petit peu de ça, puis d'y faire la promotion, comme j'aime bien le dire. Alors, pour l'arbitrage du 3-3, ce qu'il faut faire attention, c'est que si on fait c'est une petite anecdote à ce sujet, on s'est retrouvé une fois un collègue sur un terrain de 5-5 et il a fait la passe au défenseur lors d'une remise en jeu au lieu de la donner à l'attaquant lors de la touche. Donc, ça s'est vu. Donc, c'était un moment assez comique sur le terrain. Mais à part ça, la difficulté de l'arbitrage du 3-3, c'est que tout va très vite. Tout va très vite et il faut avoir la capacité d'analyse et de recul multipliée afin de savoir et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est sûr. Tout est raccourci. Le temps d'attaque est raccourci. C'est 12 secondes. Ça se joue sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est passé après un panier tout de suite à une nouvelle phase d'attaque, entre guillemets, même si la balle doit ressortir en dehors de la ligne des 2 points avant de pouvoir être attaqué, c'est quand même une phase d'attaque avec une nouvelle possession. Et des situations de jeu peuvent arriver. Donc, ça ne s'arrête jamais. Entre le temps, les espaces réduits, la vitesse, le chrono et le collègue aussi, puisqu'on est 2 à
à essayer d'être synchro sur les critères et sur ce qu'on voit sur le terrain, c'est toute la difficulté. À ajouter l'enchaînement des matchs sous le soleil, la musique, Richard qui de temps en temps fait une petite gueulante depuis les tribunes, c'est pas vrai, il le fait pas, il est tout à fait, c'est une blague, c'est une blague. Il a appris maintenant après 10 ans. Très sérieux, exactement. Non, mais blague à part, pour dire que ça s'enchaîne tout au long d'une journée, c'est pas un match. C'est plusieurs matchs et je dois essayer de ne pas ruminer sur une décision ratée ou une bonne décision prise. Je dois réfléchir à la prochaine et ça, ce sont les spécificités et les difficultés, je dirais, de l'arbitrage 3 contre 3. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre 3 contre 3, est-ce que ça t'apporte aussi en tant qu'arbitre 5 contre 5? Je pense que c'est… Comme a dit Richard par rapport aux joueurs, je pense qu'il faut il faut vraiment tirer le meilleur qu'on peut dans les deux cas. Et c'est clair que ça aide. Au niveau de la concentration, ça aide. Au niveau des réflexes, ça aide. Au niveau des critères, ça aide. Parce que je pense que ce qu'on cherche en tant qu'arbitre, la première chose, c'est d'être régulier le plus possible sur les critères et sur le contrôle des matchs. Et comme l'intensité elle est énorme en 3-3, c'est difficile, mais ça m'aide pour le 5-5 et puis le 5-5 aide aussi pour le 3-3 de ce côté-là. Une discipline complémentaire tant pour les joueurs que pour les arbitres et que les coachs. Donc, je pense que là, on a fait le tour de là-dessus. Il faut arrêter de vouloir mettre en concurrence ces deux disciplines parce que ça n'a pas du tout lieu d'être. Merci beaucoup, Marcos, pour ces précisions. Richard, je vais te demander un dernier conseil ou une dernière précision. Toi qui est là qui a beaucoup d'expérience, pas besoin de reparler de toute ton expérience, etc., parce qu'elle est très, très grande, mais je pense que dans ta carrière de coach ou de responsable dans le 3-3, tu as fait des erreurs, tu as fait des très bons choix, mais aussi des mauvais choix. Si tu pouvais donner un conseil justement aux fédérations africaines, peut-être qui n'ont pas beaucoup de moyens, comment est-ce que tu pourrais les aider avec ceux ou ces conseils afin de mettre quelque chose en place de cohérent et d'attractif pour les joueurs sans avoir des moyens décuplés afin de pouvoir créer une structure, une petite structure qui peut leur permettre d'avoir du succès, voire beaucoup de succès au niveau africain et même de pouvoir s'exporter hors du continent? Alors d'abord, je voudrais dire que je pense qu'il y a déjà le matériel humain en Afrique. Il y a tout ce qu'il faut pour développer le 3-3. Il y a des joueuses et des joueurs extraordinaires. On a eu l'occasion de voir quelques belles équipes au World Beach Game. Donc, il y a du talent individuel, il y a tout. En plus, beaucoup de pays africains sont des grands pays de basket traditionnels. Donc, pour moi, il y a tout pour réussir en Afrique. Il faut juste peut-être un peu la structuration. Mais le jour où l'Afrique va se structurer, ils vont faire énormément de mal. On les attend sur les grandes compétitions internationales, c'est clair. Pour l'instant, bon, il y a un petit peu de décalage parfois, mais il y a la qualité des joueurs, indéniablement. Donc, ça, c'est clair. Peut-être effectivement, on parlait de l'école tout à l'heure, mais je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans l'activité, l'école. Donc, voir peut-être, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, essayer si possible, de mettre de plus en plus de 3-3 dans les écoles, de telle manière à ce que les jeunes découvrent ce sport magnifique et prennent du plaisir ensuite. Ensuite, ça nécessite moins d'infrastructures. Donc, normalement, ça va être quand même plus facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin de grands gymnases, etc. Il faudrait juste un petit peu un peu d'infrastructure minimaliste, mais un panier. Voilà, on peut assez facilement se mettre au 3-3, en tout cas plus facilement, je pense, qu'au 5-5. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas simple, mais il faut commencer à rassembler. Si les entraîneurs, moi, c'est comme ça qu'on a fait. On a commencé à rassembler, on a essayé d'ouvrir au maximum. On n'a jamais oublié les jeunes, donc on a beaucoup travaillé aussi bien avec les jeunes qu'avec les adultes. Et les jeunes sont des futurs adultes, donc on travaille sur la continuité. Donc partir sur des groupes de jeunes et essayer de les fidéliser.
Et puis, c'est eux qui deviendront des ambassadeurs derrière aussi. Nous en France, c'est clair que tous les joueurs qu'on a eus, les joueurs, les joueuses sont devenus des ambassadeurs du 3-3. C'est extraordinaire. Et après, ça fait effet boule de neige. Hein. Chaque joueur en parle autour de lui, et ainsi de suite comme ça. Donc, c'est énorme. Donc, il faut impliquer les joueurs et les joueuses. Voilà. Et puis, eux-mêmes vont impliquer d'autres, et ainsi de suite comme ça. Et je pense que l'Afrique a tout, à mon avis, pour réussir, pour devenir de manière générale, les pays africains peuvent devenir des grands pays de basket 3-3. Ils ont tout pour y arriver. Donc, voilà, si on peut les aider, on va les aider et il n'y a pas de problème. Voilà, donc, mais c'est sûr, il y a tout pour réussir. Ouais, merci beaucoup Richard pour ces paroles tant positives. Et je pense que le 3-3, tu parlais avant qu'il y avait toujours une énergie positive, mais même entre les fédérations, même entre les coachs sur les compétitions, on est là à se donner des conseils. Nicolas, il pourra en parler encore mieux que nous, mais on va se donner des conseils pour pouvoir faire progresser la discipline tous ensemble. Et oui. Quand je vois le panel de personnes que Mustapha il a réussi à mettre ensemble aujourd'hui pour parler de ce sujet, de faire progresser les joueurs, faire progresser le 3-3, c'est vraiment des gens qui sont experts chacun dans leur discipline. Donc, je pense que c'est vraiment top. Et il faut vraiment, je pense, pas du tout hésiter aux fédérations, même aux coachs qui ont besoin d'aide, de contacter la FIBA ou de contacter d'autres fédérations qui ont peut-être plus de succès parce que je pense, même si toi on te contacte, Richard, volontiers, tu donneras même. Avec plaisir. Et on n'est pas là pour donner des leçons une fois de plus. Hein. On est modeste, mais si on peut aider, on aide. Donc, moi, j'adore le 3-3, j'adore le basket et si je peux faire partager ma passion, je le fais avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup Richard. Nicolas, je sais pas si non, je sais pas, je vais te faire rebondir là-dessus par rapport à cet engouement qui est mis. Aussi, la FIBA, on voit qu'elle a mis des choses en place par rapport aux jeunes. Il y a eu les compétitions, elles sont aussi organisées chaque année au niveau des jeunes. Et pourquoi, en fait, il y a aussi vous avez quand même pris le pari d'aller vers le haut niveau avec les adultes, mais aussi maintenant important avec les jeunes et aussi avec les filles, même depuis une année et demie. Ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Richard aussi, je pense que ce qui est aussi très important à mettre en place pour les fédérations qui ont du succès dans le 3 contre 3, souvent le critère de succès, c'est pas la taille, c'est pas les fonds à disposition, c'est pas le nombre de personnes qui travaillent dans la fédération, c'est une personne dédiée au 3 contre 3 qui est la bonne personne. Et ça, je pense, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Mais dans les fédérations qui ont envie de développer du 3 contre 3, il suffit d'avoir une personne dédiée au 3 contre 3 et ça va créer déjà un engouement et de l'activité. Si on pense que les personnes qui ont travaillé dans notre fédération depuis 5-10 ans sur un système 5 contre 5 que tout le monde connaît, va pouvoir sortir 20% de son temps pour travailler sur le 3-3, ce n'est pas une formule à succès, ce n'est pas une formule qui va fonctionner parce que les personnes auront toujours leur job habituel à faire et vont toujours voir le 3-3 comme la chose en plus qu'ils feront à côté quand ils auront un peu de temps. Et ça ne va pas générer de l'activité. Il faut une personne dédiée au 3 contre 3 dans les fédérations. Ça n'a pas besoin d'être un pourcentage à 100%, mais si une personne vient un jour par semaine, mais que son seul job, c'est de développer le 3-3, c'est déjà quelque chose qui va aider la fédération. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et c'est l'approche que la FIBA a eue dès le début. Elle s'est dit, on ne va pas demander au staff FIBA standard de travailler sur le 3-3 à côté de leur job de tous les jours. Ça ne va pas fonctionner. On a quelque chose de nouveau, on doit avoir de nouvelles personnes et on va mettre des nouvelles personnes en place et ces nouvelles personnes vont pousser cette nouvelle discipline. Donc voilà, ça c'est juste pour rebondir sur ce que disait Richard. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. On a un potentiel énorme dans beaucoup de pays africains en termes de joueurs, mais en termes aussi, comme on disait, les infrastructures sont moins importantes, le besoin d'infrastructures. Donc, moi, j'espère, mon plus grand souhait, c'est de voir une équipe africaine performer au JO de Paris dans 4 ans. Ça, c'est mon plus grand souhait et j'espère qu'on y arrivera. Tu aimerais aussi que la Suisse, elle performe? Non, je suis complètement neutre maintenant, tu sais. Même si je suis suisse, je suis à la FIBA, je suis un citoyen international maintenant. Et juste en 2 mois par rapport à ce qui est mis en place pour les jeunes et puis aussi pour les filles avec World Series. Ouais, donc là, on est parti au tout début, on a pris une structure qui existait, qui était le 3 contre 3 senior masculin. C'était un truc, c'était le streetball que beaucoup de gens connaissent, qui était très populaire dans certains pays en Europe, mais dans d'autres régions aussi.
Et la FIBA a décidé de prendre cette structure qui existait déjà, mais qui n'était pas organisée. Il y avait des tournois à gauche, à droite dans plein de pays, mais il n'y avait pas de règles structurées autour de ces tournois. Et ça, c'était en 2010. La FIBA s'est dit, on va structurer ça autour d'un tour mondial que la FIBA va intégrer. Et en fait, la FIBA n'a pas créé des tournois de zéro. Elle a pris des organisateurs de tournois qui existaient déjà et les a simplement rassemblés ensemble en disant, voilà, maintenant, ton tournoi, ce n'est plus un tournoi unique qui se passe en Russie tous les ans. C'est un tournoi qui se passe en Russie chaque année, mais qui en plus fait partie d'un système global plus grand. Et ça, c'était l'approche de la FIBA au début. Et c'est pour ça que le 3-3 masculin s'est développé très vite, parce qu'on a pris une base qui existait. Et ça, c'était une stratégie volontaire de la FIBA de dire, on va plutôt mettre tous nos œufs dans un panier qui a le plus de potentiel, c'est-à-dire qui existe déjà. On va développer ça au maximum pour atteindre les Jeux Olympiques. Et après, une fois qu'on aura atteint les Jeux Olympiques, on aura plus de temps pour développer d'autres choses à côté, qui sont le tour féminin aussi mondial ou plus de compétitions U23, etc., etc. Donc ça, c'était l'approche il y a une dizaine d'années. Mais c'est clair que dans les 5 dernières années, avec le 3-3 qui devient de plus en plus populaire, plus de fédérations intéressées, plus de pays intéressés, on a clairement mis en place des tournois jeunesse, U18, U17, U23. On a une ligue U23 tous les étés. Et ça, c'était vraiment une volonté de pouvoir toucher à tout le pan de la population basket en été pour leur donner des opportunités de jeu. Et comme disait Richard très bien avant, un joueur qui vient en U18 jouer une fois à une de ces compétitions, peut-être qu'il a l'habitude de jouer en U18 5-5 avec son équipe nationale de temps en temps. Il joue dans des salles généralement assez vides, avec une ambiance un peu spéciale. Peut-être qu'il y a 2-3 parents dans la salle. Voilà, on joue entre nous. Et il arrive au 3 contre 3, il se retrouve en extérieur dans le centre d'une ville avec de la musique, avec 2000 personnes qui les encouragent pour jouer au basket. Donc ça, je pense que c'est une expérience incroyable pour ces jeunes qui ensuite seront des ambassadeurs de notre discipline quand ils retournent chez eux. Et ça, c'est aussi l'idée, c'est de les capturer déjà très jeunes. Une fois que tu as chopé le virus, je ne sais pas si c'est une bonne image à utiliser aujourd'hui, mais une fois que tu as chopé le virus du 3-3, même si tu es jeune, tu le gardes toute ta vie, je pense. Ouais, c'est très joliment dit. Avant de laisser la parole au président, à Moustapha Sall, afin de dire le mot de la fin, j'aimerais encore entendre, on a assez entendu Richard, on a assez entendu Nicolas, je rigole, hein, bien sûr, on vous écouterait encore pendant des heures. Rachel, le mot de la fin pour toi, j'ai une question. En fait, toi, parce qu'il y a des joueuses qui ont joué au 3-3 puis qui ne sont pas restées au 3-3, mais toi, tu es vraiment resté croché au 3-3. Qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu as eu ce virus, ce bon virus qui te permet normalement de sortir de chez toi puis de jouer à l'extérieur? Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette fibre du 3-3 puis que tu as voulu continuer à jouer à travers les années au 3 contre 3, malgré que peut-être la structure du 3-3 n'est pas aussi professionnelle, magnifique que celle du 5-5? Je dirais juste l'ambiance, surtout sur le terrain. Déjà, il y a une très forte entente entre nous joueuses, la compréhension surtout. Je crois que c'est une bonne base pour moi parce que mon centre de formation s'est basé sur ça depuis. Donc, ça, c'est juste une continuité. Donc, franchement parlant, c'est un très bon virus. Je vous le conseille à tous. Donc, je le dirais, comme le coach Richard l'a dit, c'est une très belle expérience quand même. Et je compte vraiment rester là jusqu'à la fin, en fait. Donc, mon rêve à moi, c'est de pouvoir exceller à l'extérieur plus qu'ici, en fait. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Merci beaucoup. Ibrahim, toi qui es confortablement assis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter par rapport au développement du 3-3 au Mali? Qu'est-ce qui pourrait t'aider en plus, qu'on puisse te souhaiter afin de pouvoir mettre en place quelque chose encore avec plus de succès et vous permettre d'aller encore plus haut avec ta fédération? Oui, bon, là, je pense qu'il faut une plus grande implication des autorités, des partenaires, voilà, comme le coach Richard l'a dit tantôt, et surtout la pratique en milieu scolaire. Une fois que les enfants ils aiment ça, donc là, ça va aller plus vite. Donc, on veut surtout une plus grande implication, et là, ça passe forcément par une grande promotion. Il faut faire une grande promotion au niveau des médias.
Donc, les médias ont un grand rôle à jouer. Et une fois que les gens verront que c'est vraiment important, on va pas prier les partenaires de venir, ils viendront naturellement. Voilà ce que je pense. Ok, d'accord. C'est des bons objectifs pour la suite. Et puis, de Mm. voir les choses positives, je le dis même je l'ai dit beaucoup avec les sessions que j'ai organisées en ligne. Le Covid, c'est négatif, ça nous éloigne des terrains, mais ça nous rapproche. Là, on est de combien de pays différents tous ensemble aujourd'hui pour pouvoir parler de 3-3, comment développer le 3-3, comment s'aider à développer le 3-3. Et je pense que ça, c'est vraiment une base aussi solide qu'il faut continuer à avoir, de pouvoir bénéficier en fait des conférences comme celle qu'organise Mustapha de plus en plus. Marcos, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite par rapport au développement du 3-3? Toi, arbitre d'expérience, comment est-ce que tu vois la suite et puis comment tu vois arriver les Jeux Olympiques? Ah ben là, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les aéroports rouvrent, qu'on puisse reprendre le chemin des voyages et du monde entier et que la musique reparte, je dirais. Si la musique repart, ça sera un très bon signe. On sera tous en train ça voudra dire qu'on sera tous en train sur un terrain, en train d'écouter de la musique, de vibrer avec le 3-3 et, et de montrer la beauté de ce jeu et de ce jeu aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et je pense qu'on va surprendre, et j'espère que vraiment, on va surprendre la planète entière avec ce showcase à Tokyo. Magnifique. Quelle belle énergie. Il y a même une poule qui a l'air d'être tellement contente quand tu parles. C'est Richard, ça. C'est Richard. Excusez-moi. C'est le coq français. C'est toujours, on a vu qu'il y avait une belle énergie. Il y a le coq français qui s'est levé, qui a voulu faire du bruit. Je l'ai dressé pour les Jeux Olympiques. C'est lui que je l'emmènerai. Voilà, il a entendu Jeux Olympiques. Non, un grand merci à tout le monde. Merci Ibrahim, Rachel, Nicolas, Marcos, Richard d'avoir accepté l'invitation de Mustapha. Mustapha, je vais te laisser la parole. J'espère que cette conférence t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y a autour et on voit, là, on est ensemble depuis bientôt 1h50, presque 2 heures parce qu'on était ensemble au début. Il y a toujours une si belle motivation et ça, c'est vraiment un bon exemple, encore une fois, du 3-3 où il y a les gens qui ont envie d'en faire et qui ont envie d'en parler. Donc, merci à toi, Mustapha, d'avoir organisé cette conférence. Merci à vous, hein. Merci à vous, Sébastien, à tous les intervenants d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et je pense que c'est ça l'objectif des Africa Talks, c'est de réunir des spécialistes et qui, de par leurs expériences et par leurs expertises, partagent avec les internautes. Donc, vu qu'aujourd'hui, avec le Covid maintenant, tout se fait en ligne. Donc, on a voulu aussi faire de notre côté notre participation pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes possibles, des fédérations, des acteurs du 3 contre 3 au niveau de l'Afrique. Et comme M. Richard et Cissé l'avaient dit, concernant le développement du 3 contre 3, ce serait beaucoup plus adéquat pour l'Afrique même de le faire entrer dans les établissements, comme on a fait ici au Sénégal. Au Sénégal, l'année passée, on a organisé plus de 20 tournois universitaires, donc avec ma compagnie et avec des jeunes qui sont de l'INSEPS de Dakar. Parce que moi, parce que c'est cet esprit de partage, je pense, qu'il faut avoir. Parce que quand j'ai eu l'occasion de connaître Pierre Douat, il m'a appris quelque chose. Moi, je me suis dit, si ça reste avec moi, ça n'a pas d'utilité. Je suis parti à l'université de Dakar, à l'INSEPS. J'ai formé là-bas des jeunes. Donc, avec ces jeunes, donc, on a fait des tournois. On a fait plus de 20 tournois. Cette année-ci, on a fait un tournoi universitaire encore. C'était le 17 février passé. Donc, les choses sont en train de de s'améliorer au niveau de l'Afrique. Et comme vous l'avez dit, donc il y a du travail à faire et je pense qu'avec les écoles, les établissements, ce serait super de voir des pays et des fédérations de développer des projets ou même des programmes pour pouvoir développer le 3 contre 3 au niveau universitaire et scolaire. Donc, sur ce, sans pourtant tarder, je vais remercier encore les intervenants et participants de ce panel d'avoir bien répondu à l'invitation.
Donc, principalement à Rachel, Nicolas, Richard, Marcos et Ibrahim. Ce fut un grand plaisir de voir l'effort que vous avez fourni de faire de ce webinaire un grand succès en partageant vos expériences et expertises. Donc, merci encore une fois de plus. Que Dieu vous protège, vous et vos familles du COVID-19. À bientôt lors de notre prochaine session et merci. Au revoir. Bonne soirée, Merci, au revoir. Moustapha. Merci, bonne soirée, merci, portez-vous bien. Allez, portez-vous bien. Merci à tous. Aussi. Bye. Bye.